de postes phéniciens à puissant empire. L'ascension de Carthage, installe-toi, respire doucement, relâche tes épaules. Ce soir, nous voyageons à la lueur des lanternes, sur une mer tranquille, bercée par les vagues, vers une rive oubliée. C'est une histoire paisible, faite pour t'accompagner vers le sommeil, tout en nous portant vers une ville née d'un murmure devenu tonnerre. Si cela t'apaise, un simple geste vers 1000 mentions j'aime entretient la traversée. Bien avant que Rome n'apprenne à rugir, des marins de la cité phénicienne de Tyr suivaient les étoiles vers l'ouest. Ils cherchaient des criques sûres, des vents favorables, et le commerce. Sur une baie d'Afrique du Nord, ils trouvèrent une courbe de côte qui ressemblait à une promesse. 2 ports naturels, des plaines fertiles et un horizon ouvert. Ils appelèrent cet endroit Carthadasht, la ville nouvelle, et un jour, son nom résonnerait dans le monde entier. L'histoire commence, comme souvent, avec une reine. Certains l'appelaient Élissa, d'autres Didon. Elle portait l'espoir d'un petit peuple dans la cale de ses navires et choisit cette baie pour un nouveau départ. Un vieux récit raconte qu'elle fit découper une peau de bœuf en lanière pour gagner plus de terre. Vérité ou symbole, cela correspond bien à l'esprit de la cité rusée, souple, discrètement audacieux. Au début, Carthage était un invité prudent de la mer. Les marchands échangeaient teintures pourpres, verre et artisanat contre blé, métaux et bois. Les pêcheurs apprenaient l'humeur des courants. Les cultivateurs transformaient la terre sombre en blé, olives et figues. L'odeur du cèdre et du sel flottait sur les quais tandis que les lanternes guidaient les retours chaque nuit. Au IXe siècle avant l'ère commune, la carte du monde semblait plus petite, mais Carthage l'agrandit. Ses navires tissaient des routes entre îles et caps comme des fils dans un vaste manteau. La Sardaigne, la Sicile et l'Ibérie devinrent des noms familiers murmurés autour de coupes de vin doux. L'argent des collines d'Espagne, l'étain de rivages lointains et les récoltes chaudes d'Afrique se retrouvaient dans un marché vibrant. La richesse arriva d'abord discrètement, puis en flot continu. Mais les cités ne s'élèvent pas grâce au commerce seul. Carthage apprit à s'organiser, compter, planifier. Les salles du conseil s'emplirent des voix des nobles et des marchands. Les règles furent rédigées, les contrats scellés, et le bourdonnement des affaires devint le battement de cœur du pouvoir. Le rivage changea aussi, les quais s'allongèrent, les entrepôts se multiplièrent, et les cabanes de pêcheurs cédèrent la place à la pierre fière. On pourrait presque entendre le port au crépuscule, les cordages frappant le bois, les amphores s'entrechoquant, les mouettes criant pour des restes. Un enfant court entre des ballots de tissu, poursuivant un chat errant. Plus loin, un scribe compte les cargaisons, notant un départ prévu à l'aube. Jour après jour, le profit enseignait la discipline, et la discipline attirait le respect. Bientôt, les voisins prirent note. Les colonies grecques observaient la confiance de la ville nouvelle. Et cette attention allait plus tard tourner en tension, mais c'est un chapitre pour une autre nuit. Pour l'instant, retiens ceci. La rivalité affûta Carthage sans jamais la définir. Le cœur de la cité restait un pacte simple entre mer et rivage, risque et récompense. Nous garderons pour plus tard les secrets des chantiers navals et des amiraux, ainsi que les ombres des croyances à aborder quand l'heure sera plus courageuse. Nous laisserons aussi dormir les grands noms, leur pas approche, mais pas encore. Ce soir appartient au commencement. Les secrets de la marine carthaginoise, maître des vagues, le vent gonfle les voiles. Les rames mordent la mer en cadence. Un éperon de bronze fend l'écume, traquant une coque. Avant que Rome ne connaisse la peur, avant qu'aucun serment célèbre ne soit prononcé, Carthage règne déjà sur la marée du matin. Pas de sorcellerie, juste un peuple élevé par l'eau. D'un comptoir phénicien sont nés des marins qui lisaient les côtes comme une écriture sacrée et traitaient les étoiles comme de vieilles amies. Le secret, c'était une culture. De l'argent pour construire les coques, du temps pour s'entraîner, de la discipline.
La richesse venue de ports lointains, l'argent d'Ibérie, les teintures de Tyr, le blé d'Afrique finançaient des flottes qui transformaient les routes commerciales en artères vitales. Quand on parlera plus tard de la fortune de Carthage, souvenez-vous, la marine était son coffre-fort flottant. Commençons au port. Carthage avait taillé dans son rivage 2 bassins jumeaux, un extérieur pour le commerce et, à l'intérieur, un cercle militaire gardé, le coton. Des quais en rayon y accueillaient des galères fines et rapides. Une île au centre élevait le pavillon de l'amiral au-dessus des mâts. Les signaux claquaient, les ordres passaient en silence. Les flottes s'échappaient vers le large avant même que l'ennemi n'ait vidé sa première coupe de vin. Quand viendront les récits des premiers combats contre les cités grecques, ce port comptera plus que n'importe quel capitaine. Regardez l'équipage. Une galère de guerre est un instrument vivant, accordé à la perfection. Les rameurs s'exerçaient jusqu'à garder un rythme stable, même dans les vents de travers. Tambour et flûte fixaient une cadence si précise qu'un seul ordre pouvait plier une formation comme on tourne une page. Beaucoup de marins avaient grandi sur des navires marchands, apprenant les courants, les hauts fonds et l'humeur des vents avant même de savoir les nommer. Quand la guerre grondait, ils parlaient déjà la langue de la mer, puis la coque. Les Carthaginois empruntaient, amélioraient, standardisaient. Des trirèmes rapides et des quinquérèmes puissants sortaient des chantiers avec des pièces interchangeables. Les réparations au mouillage prenaient des heures, pas des semaines. L'éperon de bronze, sculpté par la science et la mer, frappait pour percer, vriller, briser, puis glisser dans l'eau pour repartir à l'attaque. Les capitaines s'entraînaient à des manœuvres au nom précis, encercler un flanc, rompre une ligne, feinter et trancher. La navigation n'était pas un chaos, mais une chorégraphie. Leur sens de l'orientation paraissait magique, mais c'était juste des siècles d'observation. Ils suivaient les oiseaux marins, lisaient la couleur des eaux où les fleuves rejoignaient la mer, repéraient les couloirs de vent, mémorisaient les constellations avec des chants appris comme des berceuses. Cet instinct venait des marchands. Plus tard, quand nous croiserons des chefs habitués aux comptes et aux cartes, nous retrouverons ce même rythme. La discipline liait tout. Beaucoup de commandants étaient d'anciens négociants devenus amiraux, des hommes qui connaissaient les pertes autant sur leurs tablettes que dans les cris sur les ponts. Ils évitaient le gaspillage. Ils refusaient les batailles aux parfums douteux. Quand la guerre se serra autour de la Sicile, la marine garda ouvertes les artères vitales de Carthage et coupa celles de l'ennemi. Le but n'était pas la gloire, c'était la pression, comme le ressac. Les rumeurs sur des rites plus sombres auront leur heure. Sur l'eau, la dévotion restait simple, protéger les routes. Le jour commençait avant l'aube. Goudron sur les mains, sel sur les lèvres, plaisanterie discrète entre compagnons de rame. Si l'orage surgissait, on affalait vite les voiles. Si des pirates apparaissaient, pas de prière, on accélérait. Plus tard, vous verrez comment Rome essaya d'apprendre la mer avec obstination, comment les soldats devinrent marins par nécessité. Pour l'instant, gardez cette image. 2 ports comme des anneaux, un vaisseau amiral glissant depuis le quai militaire, les galères se déployant en chevrons, les tambours marchant sur l'eau comme si la mer avait un cœur. La nuit retombe, des lampes s'allument le long du coton, on ferme la passe avec des chaînes, les charpentiers palpent les éperons. Au-delà de l'horizon noir, les rivaux écrivent des plans. Carthage dort, mais d'une oreille, guette la moindre houle, prête à répéter sa danse sur les vagues au lever du jour. Le serment d'Hannibal, un vœu d'enfance qui condamna Rome. On dit que les promesses d'enfance s'effacent avec le temps, mais pas celles d'Hannibal. La sienne n'est pas née au milieu des cris de la bataille, mais dans le silence d'un temple, quand un petit garçon posa sa main sur un autel et jura une haine éternelle envers Rome. Ce moment, si discret en apparence, allait un jour ébranler le monde antique. Ce n'était pas juste un serment, c'était la graine d'une tempête qui entrait Rome pendant des décennies. Pour comprendre pourquoi ce serment comptait autant, il faut imaginer l'homme qui l'a planté dans le cœur de son fils. Hamilcar Barca.
Ce n'était pas un père ordinaire. C'était le général le plus illustre de Carthage, celui qui avait arraché des victoires contre Rome durant la première guerre punique avant que la chance ne tourne. Il connaissait la ténacité romaine et craignait que, si Carthage ne ripostait pas avec encore plus de force, la cité ne disparaisse un jour de l'histoire. Alors, quand Hannibal n'avait que 9 ans, Hamilcar le mena devant l'autel, lui fit jurer de ne jamais être l'ami de Rome et alluma dans son cœur un feu qui brûlerait toute sa vie. Pensez-y un instant. Pendant que les enfants romains jouaient dans les champs ou se préparaient pour la vie civique, Hannibal, lui, était forgé en armes. Ce serment n'était pas un simple rituel familial, c'était une déclaration de destin. Pour Hannibal, Rome n'était pas un rival, c'était un ennemi juré, et ça change tout. Un rival, on le respecte. Un ennemi, on le détruit. L'effet fut immédiat. Hannibal grandit avec une seule mission, poursuivre le combat de son père. Il vécut parmi les soldats, apprit à monter à cheval, manier les armes et supporter des conditions extrêmes. Chaque épreuve n'était pas un poids, mais une préparation pour le jour où il accomplirait son serment. Et, contrairement à beaucoup de chefs de son époque, Hannibal ne commandait pas de loin. Il partageait la nourriture avec ses hommes, marchait à leurs côtés, grelottait dans le même froid, transpirait sous le même soleil. Ce lien fit de lui bien plus qu'un chef, un frère d'armes. Rome, bien sûr, ignorait que, quelque part dans l'ombre de Carthage, un garçon grandissait avec pour seul but sa destruction. Quand Hannibal prit enfin la tête des forces carthaginoises en Espagne des années plus tard, il n'attaqua pas tête baissée. Il avança prudemment, bâtissant des alliances, accumulant richesses et renforts. Mais derrière chaque décision résonnait ce serment d'enfance. Rome n'était pas un obstacle de plus, c'était la cible ultime. Et c'est là que ça devient fascinant. Les Romains eux-mêmes décriraient plus tard Hannibal comme une force de la nature, pas seulement un homme. Ils racontaient ses ruses, sa cruauté, son génie, mais ce qui les terrifiait le plus, ce n'était pas ses éléphants ou ses victoires, c'était de comprendre que sa haine dépassait la politique. Hannibal ne négociait pas des territoires, il ne cherchait pas la paix. Il était lié par quelque chose de bien plus dangereux, un destin personnel. On peut se demander, ce serment était-il vraiment nécessaire? L'histoire aurait-elle été différente si Hamilcar avait laissé son fils vivre une vie plus ordinaire? On peut imaginer un Carthage sans la rage d'Hannibal. Peut être même un monde où Rome et Carthage coexistaient. Mais cela n'aurait jamais eu lieu. Hamilcar avait vu de près la soif d'expansion de Rome. Il croyait que seule une résistance acharnée pouvait sauver Carthage, et Hannibal devint l'instrument de cette croyance. C'est ce serment qui explique que, plus tard, quand Hannibal mena son armée, et oui, ses éléphants à travers les Alpes dans l'une des manœuvres les plus audacieuses de l'histoire, cela ne sembla pas fou, c'était inévitable. Un enfant avait juré de haïr Rome, et l'homme ferait tout pour tenir parole. Alors, la prochaine fois que vous entendez le nom d'Hannibal, ne pensez pas seulement au général brillant. Imaginez un petit garçon, debout devant un autel, promettant de combattre un empire qu'on disait invincible. Ce moment, chuchoté dans l'enfance, résonnerait comme un tonnerre sur toute la Méditerranée. Et bientôt, ce serment exploserait dans l'une des marches les plus audacieuses que le monde ait connues. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire. Cannes, le chef-d'œuvre de destruction d'Hannibal. Certaines batailles se chuchotent pendant des siècles, non pour leur taille, mais pour l'éclat et la terreur qu'elles ont provoqué. Cannes, livré le 2 août de l'an 206 avant le Christ, fut l'un de ces instants. Sur cette plaine poussiéreuse du sud de l'Italie, Hannibal Barca tendit un piège si parfait qu'il devint le modèle absolu du génie tactique. Aujourd'hui encore, des généraux étudient ces manœuvres dans les écoles de guerre modernes. Mais revenons un peu en arrière. À ce moment, Rome était furieuse. Hannibal l'avait déjà humilié 2 fois d'abord au Trébie,
puis au lac Trasimène, où une armée romaine entière avait disparu dans une embuscade. L'orgueil de Rome, son identité même, était menacé. Elle ne se battait plus seulement pour gagner, mais pour effacer la honte. Le Sénat leva alors une armée qu'on dit avoir atteint 80 000 hommes, la plus grande jamais envoyée par la République, presque une ville entière en armes. Hannibal, environ 45 000 soldats, à peine la moitié. En territoire ennemi, il aurait dû être écrasé. Et pourtant, Hannibal souriait. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait l'esprit de ses adversaires. Il savait les chefs romains arrogants, impatients, décidés à percer sa ligne par la force brute. Il ne voulait pas leur résister, mais s'en servir. Comme un torero face à un taureau furieux, Hannibal comptait laisser l'élan romain s'avancer, puis refermer le piège. Imagine le champ de bataille. Le soleil matinal tape sur la plaine ouverte, un vent soulève la poussière qui colle à la sueur et aux armures. Hannibal dispose son armée en croissant, gaulois et espagnols au centre bombé. Courageux mais indiscipliné, parfait pour attirer la masse romaine. Sur les ailes, ces redoutables Africains, solides comme un mur, et tout au bord, tapis comme des loups, ces cavaliers attendent. Aux yeux de Rome, c'est une faiblesse. Pour Hannibal, un théâtre idéal. Le combat commence par la cavalerie. Les Numides d'Hannibal, rapides et insaisissables, harcèlent sans relâche. Face à eux, les cavaliers romains, lourds et décidés, mais dépassés en vitesse et en manœuvre. Pendant que les sabots frappent et que les épées brillent, l'infanterie romaine avance, compacte, bouclier soudé. Sa stratégie est simple, écraser le centre carthaginois par la masse. Au début, ça marche. La ligne punique recule, lentement, comme si elle s'effondrait. Les officiers romains crient victoire. Mais c'est le cœur du piège. Le centre ne se brise pas, il se courbe. Le croissant se referme, attirant les Romains toujours plus loin. Puis, quand ils sont entassés dans une poche étroite, Hannibal donne le signal. Les Africains sur les flancs jaillissent et frappent les côtés. Dernier coup, la cavalerie, victorieuse, revient charger par l'arrière. En un instant, l'immense armée romaine devient une cage de chair et d'acier. Serrés à ne plus lever l'épée, les soldats paniquent, mais n'ont nulle part où fuir. Le massacre commence. Les sources antiques parlent de 50 000 Romains tués en une seule journée. Le champ de Cannes est couvert de corps, l'air saturé de poussière et de sang. Des commandants, des sénateurs, des consuls gisent mêlés aux simples soldats. Ce n'est plus une défaite, c'est un anéantissement. Le choc psychologique est tout aussi violent. La nouvelle frappe Rome comme la foudre. La ville se glace de désespoir. Les alliés hésitent, prêts à changer de camp. L'espace d'un instant, on croit la République brisée. Plus tard, des esprits militaires Napoléon, Schlieffen, Schwarzkopf, scruteront Cannes comme l'exemple suprême de l'encerclement parfait, ce rêve tactique absolu. Et pourtant, voici le retournement. Malgré son éclat, Cannes ne termine pas la guerre. Hannibal n'obtient pas la reddition de Rome. La cité refuse de plier, s'accroche à la survie. Déjà, des chefs comme Fabius le Temporisateur modifient la stratégie, éviter les batailles directes, couper ses vivres, transformer son triomphe en victoire creuse. Mais cela, c'est pour la suite. Pour l'heure, Cannes demeure le jour où Hannibal a réinventé l'art de la guerre. Moins nombreux, en territoire ennemi, il a brisé la puissance romaine et gravé son nom dans la légende. Rome se relèvera, mais n'oubliera jamais l'horreur de ce matin d'août, et nous non plus. Car sur les champs de Cannes, le génie et la férocité se sont unis, laissant un avertissement. Même le plus grand empire peut être renversé d'un seul coup foudroyant. Rome riposte. Fabius le Temporisateur et le renversement. Au début de la deuxième guerre punique, Rome vacille au bord de l'effondrement. Hannibal a envahi l'Italie, écrasé armée après armée, infligé l'humiliation aux Trébis, au lac Trasimène et,
Pire que tout, à Cannes. Des mères romaines pleurent des dizaines de milliers de fils tombés. Au Sénat, on s'accuse, certains murmurent la reddition, d'autres veulent attaquer à l'aveugle. Toute la République vit sous l'ombre d'un seul homme venu de Carthage. Et puis, dans ce désespoir, Rome se tourne vers un choix inattendu, Quintus Fabius Maximus. Fabius n'a rien d'un héros flamboyant. Ni jeune, ni brillant par ses exploits, il paraît prudent, presque lent. Sa nomination semble un aveu de faiblesse. Un vieux politicien pour sauver Rome, mais l'histoire n'a pas toujours besoin d'éclat. Parfois, elle réclame de la patience. Fabius voit clair. Rome ne peut pas battre Hannibal en bataille rangée. Pas encore. Il imagine donc une stratégie renversante. Plutôt que foncer dans les pièges d'Hannibal, il le suit à distance. Hannibal marche, Fabius marche. Hannibal pille, Fabius coupe ses vivres. Chaque fois que l'ennemi cherche le combat, Fabius se tient hors de portée. Pas de gloire, juste du temps gagné. Pour Rome, c'est un choc. Sa culture vénère le courage et l'action rapide. Soldats et sénateurs raillent Fabius, le traitant de lâche. Son surnom, Cunctator le temporisateur, est d'abord une moquerie. Éviter la bataille paraît honteux. Mais Fabius sait que c'est la seule voie. Priver Hannibal de chaos, le laisser s'user. Il transforme l'attente en arme. Les effets sont lents, invisibles d'abord, mais réels. Hannibal peine à nourrir ses troupes. Ses alliés doutent. Son élan s'érode peu à peu. Les Carthaginois sont toujours redoutables, mais l'étau du temps se resserre. Fabius n'écrase pas Hannibal, il le vide de force. Pourtant, tout le monde n'a pas sa patience. D'autres chefs romains s'impatientent, l'accusent de faiblesse. On lui retire même un temps le commandement, et des généraux téméraires se ruent sur Hannibal pour être massacrés, exactement comme Fabius l'avait prédit. Chaque désastre prouve sa justesse. Retarder fait mal, mais se faire détruire est pire. Peu à peu, Rome accepte sa méthode. Fabius comprend aussi la psychologie. En refusant le combat, il mine Hannibal et déçoit Carthage qui espérait une victoire éclair. Hannibal voulait briser l'esprit romain et séduire ses alliés. Mais mois après mois, Rome tient bon. Ce simple fait envoie un signal. La République n'est pas morte. La stratégie n'est pas seulement militaire, elle est politique. Il y a pourtant des moments de panique. Quand Hannibal approche de Rome même, la ville tremble. On supplie Fabius d'agir. Il reste calme, immobile, sachant qu'un duel direct nourrirait la légende ennemie. Sa retenue à cet instant vaut peu, être plus qu'une victoire. Grâce à lui, Rome retrouve son souffle. Elle reconstitue des armées, forme des soldats, s'adapte à la guerre d'Hannibal. Surtout, Fabius offre du temps à une nouvelle génération de chefs comme Scipion l'Africain, qui portera plus tard la guerre jusqu'à Carthage. Sans Fabius, Scipion n'aurait jamais eu sa chance. Ironie suprême. Celui qu'on traitait de lâche devient le sauveur de Rome. Plus tard, on honorera son surnom. Des statues s'élèveront, des poètes chanteront sa sagesse, on comprendra qu'assurer la survie, c'est déjà vaincre, et que la patience peut changer le destin. Fabius, lui, ne s'est jamais pris pour le libérateur définitif. Il n'a pas détruit Hannibal, ni remporté de triomphes éclatants. Mais il a changé le rythme de la guerre. Il a obligé Rome à cesser de jouer selon les règles de son ennemi. C'est ainsi qu'il a préparé le grand retour. Imagine ce vieil homme silencieux, moqué par les siens, redessinant pourtant l'avenir simplement en refusant la bataille voulue par Hannibal. Pas de légende brillante, mais la survie assurée. D'autres peuples seraient tombés. Rome, elle, a trouvé un homme dont l'arme était le temps. Bientôt, Scipion l'Africain prendra la mer pour défier Hannibal jusque chez lui. Mais cette revanche n'aura été possible que parce que Fabius avait maintenu Rome en vie assez longtemps pour frapper un jour. Voilà pourquoi, dans l'histoire de Carthage et Rome,
La patience silencieuse du temporisateur marque le vrai tournant du destin. Scipion l'Africain, le génie romain qui ramena Hannibal chez lui, certains héros entrent dans l'histoire auréolée de triomphe. D'autres se forgent dans la défaite, trempés par le feu, jusqu'à briller d'une lumière qu'on n'attendait pas. Scipion l'Africain appartient à la seconde catégorie. Son histoire ne commence pas par la gloire, mais dans les heures les plus sombres de Rome, les humiliantes défaites de la Trébie, du lac Trasimène et surtout de Cannes. Rome saignait, et pourtant, dans la fumée et les ruines, un jeune Scipion commençait à tracer sa route vers la grandeur. À seulement 10 à 7 ans, Scipion avait déjà vu des horreurs qui brisent un homme. Après Cannes, alors que des dizaines de milliers de soldats romains avaient été massacrés, beaucoup perdirent tout courage. Pas Scipion. Au cœur de ce cauchemar, il rallia les fuyards, leur fit jurer fidélité et leur rappela que Rome n'était pas finie. Première étincelle de commandement chez un adolescent à peine en âge de voter. Rome ignorait encore que ce jeune marqué par la défaite allait renverser la guerre. Contrairement à beaucoup de chefs romains, Scipion n'adorait pas les traditions figées. Depuis des siècles, les armées de Rome combattaient de la même manière rang rigide, chocs frontaux, supériorité numérique. Hannibal avait pulvérisé ce modèle. Là où d'autres voyaient la honte, Scipion vit des leçons. Il étudia les ruses d'Hannibal, ses embuscades, sa souplesse. Plutôt que de mépriser le Carthaginois comme un barbare chanceux, il le traita en maître. Résultat, un Romain qui pensa davantage comme Hannibal que comme ses pairs. Sa première grande chance vint en Espagne. Rappelez-vous, l'Espagne était devenue la bouée de Carthage. Son trésor, son vivier de soldats, construit par Hamilcar, puis Hasdrubal. Pour couper Hannibal, Rome devait frapper là. Scipion lança alors une campagne audacieuse, marquée par son audace légendaire. À Carthagène, il monta une attaque surprise en faisant passer ses soldats par des eaux peu profondes jugées infranchissables par les défenseurs. Pari risqué, mais éclatant. Cette victoire offrit à Rome un port stratégique et annonça qu'un nouveau type de général romain venait d'apparaître. Année après année, Scipion démantela l'empire espagnol de Carthage. Il gagna la fidélité des tribus ibériques, non par la terreur, mais par le respect à un art où les Carthaginois échouaient souvent. Peu à peu, il transforma d'anciens ennemis en alliés, prouvant à Rome que la diplomatie pouvait peser autant que les armes. Quand il en eut fini, Hannibal avait perdu sa plus grande source d'hommes et d'argent. Carthage saignait déjà, même si Hannibal hantait toujours l'Italie. Mais Scipion voyait plus loin. De retour à Rome, il proposa l'impensable, envahir l'Afrique elle-même. Beaucoup de sénateurs refusèrent, effrayés par l'idée de laisser Hannibal en Italie. On le traita de téméraire, trop jeune, trop fougueux. Mais Scipion savait convaincre. Il promit non seulement de défendre Rome, mais de mettre fin à la guerre. On céda enfin. En Afrique, son génie éclata au grand jour. Il ne se contenta pas de débarquer une armée, il transforma le champ de bataille par ses alliances. Les Numides, cavaliers redoutables autrefois fers de lance d'Hannibal, changèrent de camp. Scipion séduisit leur chef, surtout Massinissa, et les rallia. Rome gagna soudain la vitesse et la mobilité qui avaient tant servi Hannibal. Chaque mouvement de Scipion poussait un peu plus Hannibal vers le retour. Raids, sièges, alliances, tout resserrait l'étau jusqu'à l'inévitable. Hannibal dut rentrer d'Italie. Imaginez ce moment. Pendant plus de 15 ans, Hannibal avait terrorisé Rome sans jamais être vaincu chez elle. Et voilà qu'il devait rentrer précipitamment, rappelé par la menace d'un général romain qu'il n'avait jamais affronté. Deux géants, enfin face à face. Leur duel à Zama, que nous détaillerons plus tard, allait tout sceller. Mais même avant la bataille, Scipion avait déjà accompli l'impensable. Il avait porté la guerre au cœur de Carthage. Il avait inversé le cours des choses, passant de la défense tremblante à l'offensive assurée. Quand Rome l'emporta enfin, on lui donna le surnom de Africanus, le conquérant de l'Afrique.
Mais ce titre ne dit pas tout. Scipion prouvait que Rome pouvait changer, apprendre, enfanter un stratège aussi souple et audacieux que n'importe quel Carthaginois. Il incarnait un nouveau type de général romain pas prisonnier du passé, pas effrayé par le risque, prêt à innover, à apprendre même de ses ennemis. Ironie du destin. En traquant Hannibal jusque chez lui, Scipion absorba une part de lui. Ses stratégies, son audace, sa vision romaine, certes, mais nourrie de l'ombre de son rival. Hannibal hanta Rome, mais il façonna aussi l'homme qui le vainquit. Plus tard, Scipion devint symbole de la montée irrésistible de Rome. Sa carrière connut ses ombres, les rivalités politiques ternirent sa fin, mais sa légende survécut. Pour les Romains, il prouvait que leur république pouvait renaître des pires désastres. Pour l'histoire, il reste celui qui renversa la guerre et ouvrit la route de l'Empire. Ainsi, parler d'Hannibal sans parler de Scipion sonne creux. Ces deux hommes étaient comme des reflets, des rivaux qui s'étaient définis l'un par l'autre, jouant une partie qui décida du destin de la Méditerranée. Hannibal fit trembler Rome, mais Scipion lui donna le courage d'affronter ce fantôme. Et en faisant cela, il assura non seulement la victoire, mais l'Empire. La bataille de Zama, l'affrontement final qui scella le destin de Carthage, le soleil d'Afrique du Nord frappait sans pitié les plaines poussiéreuses près de Zama. Deux armées se faisaient face, mais ce n'était pas qu'une bataille, c'était un jugement. D'un côté, Hannibal Barca, l'homme qui avait passé près de 20 ans à hanter les cauchemars de Rome. De l'autre, Publius Cornelius Scipio, le général romain passé de l'ombre à l'espoir le plus brillant de la République. Nous sommes en l'an 202 avant Jésus-Christ, et le destin de la Méditerranée entière se joue ici. À ce stade, la légende d'Hannibal n'avait pas d'égal. Il avait traversé les Alpes avec des éléphants, humilié les légions romaines encore et encore, infligé à Canaille un désastre que Rome n'oublierait jamais. Pourtant, Rome, meurtrie mais invaincue, avait appris. Scipio, jeune et ambitieux, avait étudié chacun des mouvements d'Hannibal. Il avait combattu en Espagne, brisé la puissance carthaginoise là, bas, et gagné des alliances qui firent pencher la balance. Quand Scipio envahit l'Afrique du Nord, Carthage n'eut d'autre choix que de rappeler Hannibal. Cruel retournement, après des années à combattre sur le sol italien, il devait abandonner son rêve de vaincre Rome pour sauver sa propre patrie. Hannibal retrouva une Carthage épuisée et divisée. Les ressources manquaient, le moral était brisé, et le Sénat avait trop tardé à le soutenir. Pourtant, sa seule présence électrisa l'armée. Les vétérans survivants de la campagne d'Italie accoururent à ses côtés, fidèles malgré tout. En face, Scipio n'avait pas seulement des légions disciplinées, il avait aussi la cavalerie numide de Massinissa, autrefois alliée d'Hannibal, désormais passée du côté de Rome. Cette trahison en disait long sur la fragilité des alliances carthaginoises. Le matin de la bataille, Hannibal sortit sa carte maîtresse, plus de 80 éléphants de guerre, ces géants censés terroriser et écraser les lignes romaines. Mais Scipio s'était préparé. Il ordonna à ses soldats de former des couloirs, des passages entre les cohortes. Quand les éléphants chargèrent, les trompettes romaines hurlèrent, effrayant les bêtes qui s'égaillèrent ou se retournèrent contre les troupes carthaginoises. L'arme de peur d'Hannibal sema le chaos dans ses propres rangs. Puis vint le choc des fantassins. Les Carthaginois avancèrent avec détermination et rigueur. Scipio laissa sa première ligne plier lentement, non pas dans la panique, mais avec une précision calculée. Ses troupes cédaient du terrain sans se briser, gagnant du temps. Alors la deuxième ligne d'Hannibal entra dans la mêlée, et le combat devint féroce bouclier qui s'écrase, épée qui brille, poussière étouffante. C'était un affrontement acharné. Aucun camp ne cédait. Enfin, Hannibal lança ses vétérans d'élite, ses survivants endurcis de ses campagnes italiennes. C'étaient ses piliers, des hommes qui avaient franchi les montagnes et versé leur sang à Cannae.
Face aux réserves fraîches et disciplinées de Scipio, l'affrontement fut titanesque. Un instant, tout sembla suspendu, deux géants se disputant le sort de nations entières. Mais une bataille ne se décide pas toujours au centre. Sur les ailes, Massinissa et la cavalerie romaine prirent l'avantage. Les cavaliers carthaginois furent repoussés, puis chassés du champ de bataille. Quand les cavaliers romains revinrent, le piège se referma. Ils foncèrent dans le dos des troupes d'Hannibal. En un instant, le grand maître de l'encerclement se retrouva encerclé, la manœuvre qu'il avait rendue célèbre à Cannae se retournait contre lui. Le massacre fut terrible. Des dizaines de milliers de Carthaginois périrent. Des milliers d'autres furent capturés. Hannibal, miraculeusement, survécut et se retira. De retour à Carthage, il exhorta le Sénat à demander la paix. Imaginez le poids de cet instant. L'homme qui avait juré dans son enfance de détruire Rome conseillait désormais la reddition. Mais Carthage était à bout. Les conditions imposées furent écrasantes: perte de la flotte, des territoires, paiement d'immenses réparations. Carthage n'avait même plus le droit de faire la guerre sans l'autorisation de Rome. Les conséquences dépassèrent largement ce champ de bataille. Rome sortit de Zama comme maître incontesté de la Méditerranée occidentale. Sa confiance explosa, son expansion s'accéléra, et ses légions devinrent un modèle de puissance pour des siècles. Pour Carthage, Zama n'était pas seulement une défaite militaire, c'était le début d'une lente perte d'indépendance. Un demi-siècle plus tard, Rome reviendrait achever l'œuvre lors de la Troisième Guerre punique et la ville serait détruite. Ce qui rend Zama inoubliable, c'est son symbole. Hannibal, jadis le cauchemar de Rome, se retrouvait face à un homme qui avait grandi en étudiant chacune de ses campagnes. Scipio, qui deviendra l'Africain, ne se contenta pas de vaincre Hannibal. Il prouva que Rome pouvait apprendre, s'adapter et dépasser ses ennemis. Leur duel fut autant intellectuel que sanglant. Même vaincu, le génie d'Hannibal resta admiré. Les anciens racontent souvent leur rencontre après la bataille, où Hannibal aurait reconnu la supériorité de Scipio. Que la scène soit réelle ou légendaire, l'image de ces deux géants se saluant mutuellement a traversé les siècles. C'était la fin des rêves de Carthage, mais le début du destin romain. La bataille de Zama fut plus qu'un affrontement armé. Ce fut le tournant qui façonna le monde antique. Si Hannibal avait gagné, l'histoire aurait être basculée vers Carthage. Mais Rome triompha, et de cette victoire naquit un empire qui marquerait les siècles, laissant son empreinte dans nos langues, nos lois, nos villes. Sur cette plaine d'Afrique du Nord, dans la poussière et le sang de Zama, le destin de deux civilisations fut tranché. L'une s'éleva au sommet de l'histoire, l'autre s'effaça, ne laissant derrière elle que le souvenir d'avoir été le plus grand rival de Rome, celui qui faillit réécrire le monde. Carthage en flammes. L'anéantissement choquant d'une civilisation par Rome, certaines fins arrivent doucement. Celle de Carthage arriva dans le feu. Au printemps de l'an 146 avant Jésus-Christ, les légions romaines envahirent la ville et, lorsque la fumée se dissipa, la fière capitale qui avait autrefois fait trembler la Méditerranée n'était plus qu'un amas de pierres calcinées et de vies brisées. Peu d'événements de l'Antiquité portent un poids aussi lourd non seulement par leur brutalité, mais par leur volonté de tout effacer. Rome n'avait pas simplement vaincu Carthage. Rome l'avait rayé de l'existence. Pendant des siècles, Carthage avait été l'épine plantée dans le flanc de Rome. Ses navires dominaient le commerce. Ses généraux avaient humilié les armées romaines, et sa richesse finançait des guerres qui faillirent renverser la République. Mais, au moment de la Troisième Guerre punique, Carthage n'était plus que l'ombre d'elle-même. Après sa défaite face à Scipion, l'Africain lors de la Deuxième Guerre punique, elle avait perdu sa flotte, n'avait plus le droit de faire la guerre sans autorisation romaine et devait payer une indemnité écrasante. La ville survécut malgré tout, reconstruisant son économie grâce au commerce et à l'agriculture, mais politiquement, elle était enchaînée.
cela aurait dû suffire. Carthage n'était plus une menace. Pourtant, à Rome, le souvenir d'Hannibal hantait toujours les esprits comme un cauchemar indélébile. L'excuse pour reprendre la guerre vint d'un conflit de frontières insignifiant. Carthage fut attaquée par la Numidie, alliée de Rome, et quand elle tenta de se défendre sans l'accord romain, le Sénat déclara qu'elle avait violé le traité. En vérité, beaucoup de Romains attendaient ce moment. Caton l'Ancien terminait chacun de ses discours, peu importe le sujet, par la même phrase glaçante. Carthage doit être détruite. Au départ, ce n'était pas une politique officielle, seulement une obsession paranoïaque. Mais, à force d'être répétées, ces paroles devinrent prophétiques. Quand l'armée romaine arriva, ses exigences stupéfièrent les Carthaginois. D'abord, ils durent livrer toutes leurs armes. Des milliers d'épées, de lances et de boucliers furent empilés et emportés. Carthage obéit. Puis tomba l'ordre final. Toute la population devait abandonner la ville et s'installer à l'intérieur des terres, loin de la mer. En réalité, Rome leur demandait de cesser d'être carthaginois. Pour un peuple dont l'identité entière reposait sur le port, le commerce et les vents salés de la Méditerranée, c'était impensable. Ils choisirent la rébellion. Le siège dura 3 longues années. Rome érigea d'immenses fortifications et déploya des machines de guerre pour affamer la ville. À l'intérieur, la famine s'installa. Les récits parlent de gens mangeant tout ce qu'ils trouvaient, des restes de grains, du cuir, voire des rats. Pourtant, Carthage résista avec un courage extraordinaire. Les femmes sacrifièrent leurs bijoux pour fabriquer des armes. Les artisans fondirent des statues sacrées pour récupérer le bronze. Et les enfants transportèrent des vivres jusqu'aux remparts. Le port, jadis symbole de prospérité, devint champ de bataille, où les marins carthaginois lançaient des raids audacieux pour briser le blocus. Les défenseurs rivalisaient d'ingéniosité. Ils construisirent de nouvelles armes dans des ateliers secrets, des catapultes projetant des pierres sur les rangs romains, et même des navires incendiaires pour brûler les bateaux ennemis. Chaque rue devint une forteresse, chaque maison une barricade. Ce n'était plus seulement des soldats qui combattaient, c'était tout un peuple refusant de mourir en silence. Mais la machine romaine était implacable. Sous le commandement de Scipion Émilien, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, les légions resserrèrent l'étau, coupant toutes les lignes d'approvisionnement, épuisant les défenseurs jour après jour. Enfin, au printemps de l'an 146, les Romains pénétrèrent dans la ville. Ce qui suivit ressemblait moins à une bataille qu'à une destruction méthodique. Pendant 6 jours, Carthage brûla. Les soldats romains avancèrent de rue en rue, de maison en maison. Des familles entières périrent ensemble plutôt que de se rendre. Certains se jetèrent dans les flammes pour échapper à l'esclavage. Les anciens auteurs racontent que les cris des mourants couvraient le grondement du feu. À la fin, 50 000 survivants furent enchaînés et emmenés, tandis que des centaines de milliers d'autres avaient péri. Le port autrefois animé n'était plus qu'un silence de cendres. Puis vint l'acte final, lourd de symboles. Carthage ne fut pas seulement conquise, elle fut effacée. Les bâtiments furent rasés, les temples profanés, la ville entière livrée aux flammes. Plus tard, on raconta que les Romains avaient répandu du sel sur la terre pour qu'elle reste stérile, sans doute une légende, mais qui reflète bien la vérité. Rome voulait tuer Carthage non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Pourtant, tous les Romains ne se réjouirent pas. L'historien Polybe, témoin de la scène, raconte que Scipion Émilien pleura en contemplant les ruines. Citant Homère, il songea que toutes les grandes cités, même Rome, un jour finiraient par tomber. Moment frappant. L'homme qui avait livré la destruction reconnaissait la fragilité des empires. Ce qui rend cet anéantissement si choquant, c'est qu'il n'était pas nécessaire. Carthage n'était plus une menace. Tout indique que ce furent la peur, l'envie et la soif de domination qui guidèrent Rome.
Cette destruction était moins une mesure de sécurité qu'un message clair. Quiconque défierait Rome verrait sa civilisation disparaître. La chute de Carthage ne fut pas seulement celle d'une ville, ce fut l'effacement d'une culture. La langue carthaginoise, autrefois répandue en Afrique du Nord, commença à s'éteindre. Leurs dieux furent réduits au silence, leurs réseaux commerciaux démantelés. Ce qui avait été une grande puissance devint un avertissement raconté par les vainqueurs. Rome réécrivit l'histoire, décrivant Carthage comme cruelle et décadente, un portrait souvent exagéré pour justifier l'injustifiable. Et pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas tout à fait dans la fumée. Un siècle plus tard, Rome reconstruisit Carthage comme colonie, en fit l'une des villes les plus riches de son empire. Mais ce n'était plus la Carthage d'Hannibal ou d'Hamilcar, ni celle des grands marchands. Ce monde avait été effacé dans les flammes. L'incendie de Carthage dépasse la simple histoire. C'est un rappel que la peur et la vengeance peuvent pousser des nations à des actes dont l'écho traverse les millénaires. Rome croyait protéger son avenir, mais en détruisant Carthage, elle révéla quelque chose de plus sombre qu'aucune civilisation, aussi grande soit-elle, n'est à l'abri du feu. L'héritage d'Hannibal. Comment un général a hanté Rome pour toujours? Certains noms s'effacent avec le temps. D'autres deviennent plus vifs, plus tranchants, impossibles à oublier. Hannibal Barca appartient à cette seconde catégorie, son nom même survécut comme un avertissement, une ombre rôdant sur Rome pendant des générations. Pour les Romains, il n'était pas qu'un ennemi vaincu, il était celui qui avait failli briser leur république. Même après sa mort, les parents romains murmuraient encore « Hannibal ad porta », « Hannibal est aux portes », pour effrayer leurs enfants. Cette phrase lui survécut des siècles. Imagine, un général mort, loin de Rome, transformé en croque-mitaine des chambres d'enfants romaines. Cela en dit long. L'héritage d'Hannibal dépassait les champs de bataille. Il avait pris place dans l'esprit collectif de Rome, et elle n'a jamais vraiment réussi à l'en chasser. Pourquoi un tel traumatisme? D'abord, l'ampleur de ses victoires. Le Trébie, le lac Trasimène et surtout Cannes n'étaient pas de simples succès. À Cannes seule, une armée romaine presque entière fut anéantie en une journée. Plus de 50 000 morts. Difficile même d'imaginer un tel carnage. Les historiens romains eux-mêmes décrivirent l'événement comme une catastrophe naturelle, un tremblement de terre ou une peste, plutôt qu'une bataille. Hannibal avait prouvé que Rome n'était pas invincible, que ses armées pouvaient être broyées malgré leur nombre et leur discipline. Mais son héritage va au-delà. Hannibal n'était pas qu'un destructeur, c'était un stratège qui pensait au-delà de l'épée. Ses campagnes en Italie visaient à fracturer Rome de l'intérieur. En infligeant des défaites écrasantes, il voulait faire fuir les alliés italiens de la République, briser la toile d'alliance qui la tenait debout. Et pendant un instant, cela a failli marcher. Certaines cités ont basculé, d'autres ont hésité. Rome a tremblé au bord de l'effondrement. Cette peur n'a jamais disparu. Ironie du destin. Rome, qui finit par le battre, devint son élève. Des généraux comme Scipion l'Africain, celui-là même qui l'affronta à Zama, admettaient avoir appris en l'observant. Les campagnes audacieuses de Scipion en Espagne, ses ruses, ses alliances avec la cavalerie numide, tout cela portait la marque d'Hannibal. Plus tard, Jules César et même des empereurs étudièrent ses manœuvres. On pouvait détester Hannibal, mais on ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Étrange héritage. Rome détruisit Carthage, mais garda Hannibal comme un monument involontaire. Et l'histoire d'Hannibal ne s'arrêta pas à Zama. La défaite fut terrible, mais il resta influent à Carthage. Il réforma les finances, lutta contre la corruption, chercha à relever une cité brisée. Pour Rome, c'était presque plus inquiétant que sa gloire militaire. Un Hannibal fort et habile à l'intérieur de Carthage menaçait leur domination. Alors Rome mit la pression, exigea son départ. Hannibal,
lucide, choisit l'exil. Ses errances le menèrent à l'Est, en Syrie puis en Bithynie, conseiller de rois étrangers. Partout, l'ombre de Rome le suivait, envoyé, menace, manœuvre pour qu'on le livre. Un seul homme, privé d'armée et de patrie, suffisait encore à inquiéter la République, preuve de l'empreinte qu'il laissait. Au bout du chemin, Hannibal préféra la mort à la capture. La tradition raconte qu'il portait toujours un poison caché dans une bague, prêt à l'instant où Rome l'encerclerait. Quand les soldats vinrent l'arrêter, il but le poison. Ses derniers mots auraient été amers, se moquant de l'obsession romaine. Après tant d'années, il craignait encore un vieil homme. Mais sa mort ne mit pas fin à sa légende. Rome elle-même l'entretint. Hannibal devint un avertissement. Ce qui arrive quand on sous-estime l'ennemi, quand l'orgueil aveugle, quand la tradition empêche d'innover. Certains auteurs le peignirent en monstre cruel sacrifice, raide impitoyable, mais beaucoup reconnurent son audace. Rome inventa deux Hannibal, le démon pour effrayer les enfants et le maître de guerre pour instruire ses officiers. C'est peu, être là son plus grand héritage. Il força Rome à se transformer. Après lui, la République devint plus dure, plus implacable. Sa volonté d'anéantir Carthage, comme nous le verrons avec la destruction totale de la ville, est née de ses blessures. Sans lui, Rome n'aurait peu être pas bâti un empire si inflexible. Même des siècles plus tard, quand Rome régnait sur 3 continents, son spectre persistait. Les stratèges comparaient leurs ennemis à lui, les commandants repensaient à ses ruses pour éviter les embuscades. Hannibal n'était plus un homme. Il était un standard, un rappel de vulnérabilité, un symbole de peur et de génie mêlé. Peu de chefs ont gagné une telle immortalité. Hannibal, oui. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, son nom surgit dès qu'on parle de Carthage et de Rome. Rome a rasé sa ville, effacé sa patrie de la carte, mais sa légende a survécu à leur haine. Hannibal a hanté Rome pour toujours non par les armes ou les éléphants, mais par la mémoire. La richesse de Carthage, or, commerce et domination méditerranéenne. Si les Romains prononçaient le nom de Carthage avec peur et envie, ce n'était pas seulement à cause des armées ni des éléphants, c'était pour l'argent. Des montagnes d'argent. Imagine une cité où les marchés débordaient de marchandises venues de partout. Argent d'Espagne, ivoire et or d'Afrique, pourpre de Tyr, épices venues de contrées lointaines. Carthage n'était pas qu'une ville, c'était un coffre-fort vivant et vibrant, et tout le monde en Méditerranée voulait en avoir une part. Ce qui rendait Carthage unique, c'est qu'elle ne s'était pas bâtie sur la conquête, du moins pas au début. Elle avait construit un empire de commerce. Les navigateurs phéniciens fondateurs avaient transmis leur génie de la mer, et les Carthaginois devinrent maîtres des routes maritimes. Ils ne faisaient pas que naviguer, ils reliaient des mondes entiers, depuis les côtes atlantiques d'Afrique, et même au-delà du détroit de Gibraltar, ils ramenaient métaux, esclaves et animaux étranges que ni Romains ni Grecs n'avaient jamais vus. Cela leur donnait une aura de mystère, comme s'ils avaient accès aux trésors du bout du monde. La ville elle-même reflétait cette prospérité immense. Les archéologues ont retrouvé des entrepôts remplis d'amphores qui avaient transporté vin, huile d'olive et blé. Les rues étaient bordées d'ateliers fabriquant des objets de luxe comme verres, bijoux et étoffes teintées de ce pourpre rare et hors de prix. Les élites carthaginoises vivaient dans de vastes demeures ornées de mosaïques et de marbres importés. Ce n'était pas un simple port, c'était un carrefour bouillonnant qui canalisait la richesse de 3 continents vers un seul point. Bien sûr, l'argent n'est jamais juste de l'argent. À Carthage, il se transformait en pouvoir. La ville pouvait engager des armées plutôt que de dépendre de ses propres citoyens comme Rome. Si elle avait besoin de mercenaires ibères ou numides, elle pouvait les payer. Si elle devait reconstruire une flotte après un désastre naval, elle en avait les moyens. Le commerce était son arme, lui permettant de se relever de revers qui auraient détruit d'autres États. Plus tard,
Quand Hannibal, dont nous raconterons l'histoire bien plus tard, marcha contre Rome, c'est grâce à ses ressources profondes que ces campagnes furent possibles. Mais voilà l'ironie. L'or et le commerce qui rendaient Carthage puissante la rendaient aussi vulnérable. Les Grecs de Sicile détestaient son emprise sur les routes du grain et du commerce en Méditerranée occidentale. Les Romains, d'abord simples aspirants en Italie, comprirent vite que tant que Carthage dominait la mer, Rome resterait en second plan. Le conflit était inévitable. Cette lutte pour la richesse et l'influence mènerait aux guerres puniques, mais c'est pour plus tard. Les Carthaginois savaient à quel point cet équilibre était fragile. Ils n'étaient pas un empire terrestre comme Rome. Leurs forces battaient dans leurs ports. Le fameux port circulaire, le coton, était un prodige d'ingénierie, deux grands anneaux de quai, l'un pour le commerce et l'autre pour la guerre, parfaitement organisés pour le flux incessant de marchandises et de navires. Imagine le vacarme, marteau des charpentiers de marine, cris des marchands qui négocient, odeur du poisson salé mêlé aux épices. Le port n'était pas qu'une infrastructure, c'était le cœur battant d'un empire. Pourtant, derrière cette richesse, il y avait des ombres. Certains auteurs anciens affirment que les Carthaginois devinrent cupides, mettant l'or au-dessus de la loyauté, trahissant même leurs propres généraux quand les guerres s'éternisaient. Propagande romaine ou vérité? Les historiens débattent encore. Mais l'image d'une Carthage riche, rusée et dangereusement influente ne s'est jamais effacée. Alors, quand tu penses à Carthage, n'imagine pas seulement Hannibal sur ses éléphants ou les ruines fumantes laissées par Rome. Vois ces marchés étincelants, ces navires revenant lourds de trésors, et l'envie qu'elle suscitait chez tous ses rivaux. Sans cette richesse colossale, il n'y aurait eu ni empire, ni généraux légendaires, ni affrontements épiques avec Rome. Et parlant d'affrontements, ces Grecs jaloux de Sicile, ils allaient bientôt défier Carthage d'une manière qui marquerait son destin. Mais ceci est une autre histoire. Carthage contre les Grecs. Première bataille qui forgèrent la cité, les vagues frappent une coque de bois, le bronze scintille, un corps perce l'air. La rive répond d'une forêt de boucliers. Voilà la Méditerranée occidentale avant les affrontements célèbres. Pas un havre paisible, mais des frictions. En Sicile, deux ambitions se rencontraient et aucune ne voulait céder. Carthage était née d'un comptoir phénicien amoureux des marchés plus que des marches militaires. Mais d'autres arrivaient avec temples, théâtres et lances. Les colons grecs, surtout Syracuse, comptaient les bons ports, comme des banquiers comptent les pièces. Quand leur route croisait celle des Puniques, les étincelles tombaient dans la poudre. La première explosion eut lieu à Hymère, au début du Ve siècle. L'an que nous appelons aujourd'hui 480 avant l'ère commune. Tandis que les Grecs d'Orient affrontaient la Perse, ceux d'Occident écrasèrent une expédition carthaginoise, une blessure qui mit longtemps à se refermer. Souviens-toi, les défaites coûtent cher, et c'est l'or qui paya les leçons suivantes. Des générations plus tard, Carthage revint avec plus de fermeté. En 406 avant l'ère commune, ses commandants puniques détruisirent Sélinonte et Agrigente, puis rasèrent Hymère comme pour solder un compte. Mais Syracuse resta tenace. Année après année, Carthage envoya des camps remplis de mercenaires et d'ingénieurs. Les sièges devinrent des laboratoires brutaux. Certaines saisons, la fièvre tua plus que les hoplites. Ces fils du destin et des rituels, nous les tisserons quand nous parlerons croyance et pouvoir. Le plus important n'était pas seulement le territoire. C'était la mémoire musculaire née des échecs et de la persévérance. La diplomatie s'aiguisa. Le recrutement s'élargit. L'équipement évolua. Les officiers apprirent à se faire comprendre au cœur du chaos par drapeaux, corps et manœuvres répétées. Chaque revers sur terre poussait Carthage à perfectionner ses béliers, ses grappins et ses réparations éclairs. La douleur devenait savoir-faire. Puis vint Dénis de Syracuse à la fin du IVe siècle, un problème blindé de fer. Il frappait sa propre monnaie.
engageait des spécialistes et inventait des machines qui effrayaient les murailles. Carthage dut se battre en État, négociant une année, assiégeant la suivante. Les traités découpèrent la Sicile en zones d'influence. Les pots de vin circulaient en silence. Les tempêtes et les lignes de ravitaillement pesaient autant que les épées. Puis arriva Timoléon. Vers 340 avant l'ère commune, la balance changea. Les faux papes puniques et une attaque grecque décisive près de la rivière Crimisus forcèrent Carthage à se réajuster. Leçon claire. L'orgueil est un mauvais guide. La cité choisit la sécurité à l'ouest plutôt que de courir après chaque victoire éclatante. C'était de la patience déguisée en stratégie. En 310 avant l'ère commune, Agathocle inversa la situation et attaqua l'Afrique elle-même. La panique frôla la ville, mais elle ne céda pas. Sa défense se raffermit, ses alliés furent convaincus ou forcés, et l'envahisseur repartit brisé. Survivre à cette menace grava une dernière règle. Les Grecs n'étaient pas un seul ennemi, mais un rythme imprévisible, inventif, théâtral. Pour affronter un rythme, il faut du timing, pas du vacarme. Carthage a-t-elle gagné à ses débuts? Parfois. Mais plus important encore, elle a appris à durer. La Sicile enseigna la patience. Les Grecs, l'urgence. La mer, la précision. Ces premiers chocs forgèrent une Carthage capable de passer du calme marchand à l'acier militaire sans se renier. Quand nous croiserons plus tard les architectes de sa légende et les secrets de sa flotte, souviens-toi de l'enclume où ils furent forgés, vent sur la Sicile, rames cadencées, et deux civilisations se jaugeant une saison rude après l'autre. Ouverture achevée pour l'instant. Bientôt, nous lèverons la voile sur l'art naval de Carthage sans encore tout révéler. Religion et pouvoir, les sombres mystères du sacrifice humain. Commençons par une rumeur que le monde antique n'a jamais su faire taire. À Carthage, quand les tempêtes engloutissaient les flottes et que les récoltes échouaient, de petites flammes s'allumaient dans un sanctuaire sacré, et la fumée emportait des prières dures à entendre. Cette rumeur a survécu au siècle. Elle s'est accrochée au nom de la ville, portée par les marchands de port en port. Pourquoi cette histoire a-t-elle marqué si fort? Parce qu'à Carthage, la foi et le pouvoir ne faisaient qu'un. Les idoles n'étaient pas des invités du dimanche, elles siégeaient au conseil. Les prêtres bénissaient les traités, scrutaient le ciel et veillaient sur le Tophet, un sanctuaire clos, rempli d'urnes et de stèles. Sur ces pierres, les signes de Tanit et de Baal-Hamon regardaient comme des yeux vigilants. Pour un peuple de vent et de contrat, le divin était le dernier partenaire. Alors, la question qui brûle tout le monde. Sacrifiait-on vraiment des enfants? Les auteurs grecs et romains disent oui. Ils parlent de tambours, de statues de bronze, de feu, mais ces auteurs étaient aussi des rivaux en commerce et, bientôt, en guerre. Leurs mots pouvaient être des armes. Des siècles plus tard, des fouilles en Tunisie ont trouvé des milliers d'urnes contenant des ossements de nourrissons et de petits animaux brûlés. Est-ce une preuve de sacrifice ou un cimetière pour les tout-petits morts trop tôt? Les chercheurs se disputent encore. Certains rappellent des inscriptions remerciant les dieux pour un vœu accompli. D'autres voient surtout des schémas d'âge liés à la maladie ou au deuil plus qu'à une sélection rituelle. Un mot fait débat, molk, qui pourrait désigner une offrande sans signifier forcément la mort. D'autres pensent que le lieu servait simplement à enterrer les nourrissons disparus naturellement. L'archéologie donne rarement des réponses nettes, seulement des fragments, de la suie et des questions. La vérité reste dans la cendre, complexe et silencieuse. Ce qui semble clair, quand les Carthaginois cherchaient la faveur divine, ils offraient cher. Or, pourpre, animaux parfaits, tout pour amadouer les esprits. Mais quand la peur montait tempête, épidémie, voiles ennemis à l'horizon, les dirigeants serraient plus fort les rituels. Partout, religion et politique s'en mêlent ainsi. La peur aime la cérémonie.
Dans la cité, la foi traçait des carrières. Les familles qui finançaient des sanctuaires gagnaient du prestige. Les magistrats, appelés suffètes, naviguaient entre serments et lois. Rompre un vœu n'était pas juste impoli, c'était risqué. On devine comment le serment d'un enfant issu d'une grande maison, nous en reparlerons, pouvait peser jusqu'aux décisions de guerre. De l'autre côté de la mer, les Grecs racontaient ces histoires sombres en secouant la tête. Les Romains doublèrent le récit, peignant Carthage cruelle pour que la conquête ressemble à un sauvetage. Nous verrons plus tard comment cette image fut utilisée comme arme. Pour l'instant, retenez deux vérités. La propagande existe et les cendres existent. Imaginez le Tophet, des rangées de stèles, un silence lourd, le signe de Tanit croissant et trait, des mots votifs gravés avec soin. Les parents venaient ici avec leur chagrin, leur espoir, leur marché avec les dieux. Qu'il s'agisse de flammes rituelles ou de simples drames familiaux, cet endroit raconte combien les hommes voulaient garder prise sur un monde livré aux vagues et au hasard. Et le pouvoir? Il avait compris qu'une peur sacrée mobilise plus vite qu'un décret. Financer les sacrifices souvent animaux était un théâtre public. Des chefs parlant par la fumée, disant « Nous avons agi ». Les dieux répondront. Parfois les vents tournaient, les récoltes revenaient, on y voyait un signe. Parfois non, et la foule réclamait davantage. Cette fin de certitude allait bientôt heurter un rival en pleine ascension de l'autre côté de la mer. Les serments allaient se durcir. Les autels sentirent le vent. Nous y arriverons. Pour l'instant, gardez la rumeur et le doute, côte à côte, comme deux figures sur la même pierre, l'accusation et la défense, éternellement tournées vers le feu. Hamilcar Barca, l'homme qui bâtit la légende militaire de Carthage, il n'est pas le général le plus célèbre de Carthage, cet honneur revient à son fils. Mais derrière Hannibal se dresse un père dont l'ombre fut immense, Hamilcar Barca. Dites son nom, et vous entendrez presque le choc des épées, les cris des mercenaires et le grondement d'un empire décidé à ne pas plier devant Rome. Cet homme n'a pas seulement mené des batailles. Il a construit une dynastie, celle qui allait hanter la Méditerranée. Pour comprendre Hamilcar, il faut voir Carthage à son époque. La première guerre punique avait saigné la cité. Rome l'avait humiliée, prise de la Sicile, lourde réparation, fierté piétinée. Beaucoup croyaient Carthage finie. Mais Hamilcar apparut farouche, inflexible, refusant de laisser Rome écrire la fin de l'histoire. Il vit un peuple brisé, mais il y lut un feu prêt à reprendre. Ses premières épreuves ne furent pas contre Rome, mais contre ses propres alliés. La guerre des mercenaires, qu'on appelle aussi la guerre inexpiable, éclata quand des soldats étrangers, impayés après la première guerre punique, se rebellèrent. Ce fut un cauchemar. Des villes trahirent Carthage, des armées désertèrent. Les rebelles jurèrent d'anéantir la cité. La plupart des chefs échouèrent, pas Hamilcar. Avec ruse et une efficacité implacable, il écrasa la révolte, rappelant à tous que Carthage avait encore des crocs. Cette victoire rendit à la ville un peu de fierté et lança Hamilcar sur la voie de la légende. Mais Hamilcar n'était pas qu'un soldat, il était bâtisseur. Carthage avait besoin d'argent, de terre et d'un avenir hors de l'ombre romaine. Sa réponse, l'Espagne. En menant son armée vers l'ouest, Hamilcar entama une conquête qui allait tout changer. Il posa les bases d'un nouvel empire carthaginois dans la péninsule ibérique, riche en mines d'argent et en hommes prêts à combattre. L'Espagne devint son laboratoire. Il y testa des tactiques, forma des soldats et nourrit son rêve de revanche. C'est là que le nom des Barca devint synonyme de génie et de défi. Et il y a le côté intime. Hamilcar ne construisait pas seulement un empire, il forgeait sa propre lignée en armes. Ses fils, dont Hannibal, grandirent au milieu des camps, apprenant la guerre directement sous ses yeux. Il y a ce moment célèbre où Hamilcar fit jurer au jeune Hannibal de ne jamais être l'ami de Rome.
Ce serment alluma l'étincelle qui deviendrait la Seconde Guerre punique. Mais ça, c'est l'histoire d'Hannibal, pour plus tard. Concentrons-nous sur l'homme qui posa les fondations. Le génie d'Hamilcar n'est pas dans une bataille éclatante comme Cannes, ni dans un passage audacieux des Alpes. Son génie, c'est la patience. Il rendit à Carthage sa fierté quand elle n'était plus qu'une plaie ouverte, trouva richesse et ressources là où tout semblait perdu, et forma une génération capable de reprendre le flambeau. Rome avait gagné la première guerre punique, mais Hamilcar refusa de lui laisser la paix. Son histoire s'achève trop tôt. En l'an 229 avant Jésus-Christ, Hamilcar mourut en Espagne, noyé, dit-on, en tentant d'échapper à une embuscade. Cruelle fin pour un homme de vision, mais son œuvre était faite. Carthage avait retrouvé sa force, sa fortune, et, surtout, une famille prête à défier Rome comme jamais. Pensez à Hamilcar comme à l'architecte de la vengeance carthaginoise. Sans lui, pas de Hannibal. Sans lui, pas de passage des Alpes, pas de choc à Cannes, pas de cauchemar romain qui hante les siècles. Hamilcar Barca fut l'étincelle. Son fils devint l'incendie, la marche des éléphants. Franchir les Alpes comme aucune armée avant eux, des vents violents hurlant dans les cols de montagne. La neige aveuglante pour des soldats habitués à la douceur méditerranéenne. Des bottes glissant sur des sentiers glacés où un faux pas signifiait la chute dans un gouffre sans fin. Et, au milieu de tout cela, un spectacle improbable d'énormes éléphants, leur souffle fumant, leurs oreilles battant contre le froid mordant. Voilà le pari d'Hannibal. Pas un raid rapide, pas une attaque navale, mais une traversée des Alpes, un exploit qu'aucun général avant lui n'avait jamais osé tenter. Le choix d'Hannibal d'envahir l'Italie par la terre était aussi audacieux qu'effrayant. Les Romains s'attendaient à voir Carthage arriver par la mer. Ils avaient des flottes puissantes surveillant les eaux, des alliés prêts à bloquer les ports et tous les yeux fixés sur l'horizon. Hannibal savait qu'il ne pourrait pas rivaliser avec la domination navale de Rome, du moins pas encore. Mais il existait un autre chemin si dangereux que les Romains n'imaginaient pas qu'on puisse l'emprunter. C'est précisément pourquoi Hannibal l'a choisi. Il arriverait là où on l'attendait le moins, traînant la guerre à travers les montagnes elles-mêmes. Son armée, au départ, impressionnait. Des dizaines de milliers d'infanterie, des milliers de cavaliers et un groupe d'éléphants venus d'Afrique du Nord. Mais les Alpes n'étaient pas un champ de bataille. C'était une épreuve de feu. Des tribus locales attaquaient ces troupes depuis les falaises, lançant pierres et javelots sur les colonnes. Les sentiers disparaissaient sous les éboulements et les tempêtes de neige. Les soldats grelottaient dans des vêtements trop légers, affamés et épuisés. Les mules chargées de provisions trébuchaient et disparaissaient dans le vide. Parfois, les hommes devaient tailler des marches dans la glace juste pour avancer. Les éléphants étaient à la fois un miracle et un cauchemar. Majestueux et exotiques, ils symbolisaient la puissance carthaginoise, des animaux que Rome connaissait mais jamais en si grand nombre. Ils terrifiaient l'ennemi et donnaient un avantage psychologique à l'armée d'Hannibal. Mais les faire passer par ces montagnes relevait presque de l'impossible. Ils glissaient, paniquaient, exigeaient des quantités énormes de nourriture. Beaucoup n'ont pas survécu, mais ceux qui y sont parvenus devinrent légendaires, entrant en Italie comme la preuve vivante qu'Hannibal savait dompter non seulement les hommes, mais la nature elle-même. Les anciens, comme Polybe et Tite-Live, décrivent cette épreuve avec des détails presque cinématographiques. Soldats taillant des routes dans la roche, avalanches écrasant des camps, hommes mourant de froid la nuit pour être attaqués le jour. Peut être que tout n'est pas exact, mais l'ampleur de la souffrance ne fait aucun doute. Certains récits disent qu'Hannibal perdit presque la moitié de son armée dans les montagnes. Pourtant, ce qui comptait, ce n'était pas combien survécurent, mais qu'assez survécurent pour faire trembler Rome. Quand Hannibal descendit enfin dans la plaine du Pô, son armée était épuisée, réduite, mais vivante. Et lorsque les Italiens virent cette force,
menée par un étranger qui avait accompli l'impossible, beaucoup restèrent figés d'admiration. Rome, qui croyait les Alpes infranchissables, découvrait que son pire ennemi foulait désormais son sol. Ce que la nature avait bâti comme muraille, Hannibal en avait fait une scène. Cette marche révéla le vrai génie d'Hannibal. Ce n'était pas seulement sa tactique sur le champ de bataille, qui éclaterait bientôt à Trébie, Trasimène et Cannes. C'était sa capacité à concevoir un plan que personne n'osait imaginer. Il savait qu'il subirait des pertes terribles. Il savait que beaucoup mourraient. Mais il savait aussi que l'effet de choc à son arrivée vaudrait ce prix. Rome avait bâti sa confiance sur l'idée que son cœur était inviolable. Hannibal détruisit cette illusion dans une marche glaciale et impitoyable. Et les éléphants, même s'ils furent peu à survivre, restèrent inoubliables. Pour les Romains, ils étaient des monstres venus d'un autre monde. Les voir surgir des sommets enneigés devait ressembler à un cauchemar où même les lois de la nature s'inclinaient devant Hannibal. Plus tard, sur le champ de bataille de la Trébie, ces éléphants enfonceraient les lignes romaines, scellant sa première victoire en Italie. Mais voici le paradoxe. Cette marche fut à la fois triomphe et tragédie. Hannibal arriva en Italie, certes, mais le prix était énorme. Son armée ne serait plus jamais aussi puissante qu'avant les Alpes. Les ravitaillements étaient rares, les renforts aussi, et chaque bataille à venir devrait se livrer avec ce qu'il restait. En un sens, les Alpes lui offrirent la gloire tout en le condamnant aux difficultés. Pourtant, l'histoire n'a retenu ni les pertes, ni les privations, mais l'audace. Des siècles plus tard, de Napoléon au stratège moderne, on contemple encore cette marche avec admiration. Comment convaincre une armée de traverser pareil enfer? Comment la maintenir soudée, sans promesse de confort, mais avec la vision d'un exploit grandiose? Le charisme d'Hannibal transforma le désespoir en endurance. Ces hommes savaient qu'ils vivaient quelque chose de si audacieux que, victoire ou défaite, leur nom résonnerait dans le temps. Et raisonner, il l'a fait. Rome avait affronté bien des ennemis, mais aucun comme Hannibal. Quand la nouvelle arriva au Sénat qu'il avait franchi les Alpes avec des éléphants, la peur gagna la ville. Ce n'était plus un adversaire ordinaire, c'était un homme qui transformait l'impossible en réalité. Ce qui suivit les batailles de la Trébie, du lac Trasimène et le chef-d'œuvre de Cannes scellerait à jamais la réputation d'Hannibal. Mais tout commença ici, dans les passages glacés des Alpes, où un général défia la nature, mena ses hommes à travers l'enfer et entra en Italie avec une histoire digne des légendes. La marche des éléphants n'était pas qu'un voyage. C'était la déclaration d'Hannibal. Aucun mur, aucune montagne, aucune force de la nature ne l'empêcherait d'atteindre Rome. Et, à chaque pas dans la neige, ses soldats portaient cette déclaration gravée dans l'histoire. Bataille du Trébie. Le premier coup foudroyant d'Hannibal contre Rome, les vents glacés balayaient les plaines du nord de l'Italie, la neige s'accrochait aux armures et les rafales de grésil mordaient les peaux exposées. À la fin du mois de décembre de l'an 210 à 8 avant Jésus-Christ, l'armée romaine sortit de son camp chaud, piétinant le givre et la boue gelée. Les Romains pensaient être les chasseurs, prêts à abattre un envahisseur imprudent. En réalité, ils étaient menés comme du gibier dans un piège, celui qui allait devenir la première victoire foudroyante d'Hannibal sur le sol romain. C'était l'ouverture de la campagne italienne d'Hannibal, le moment où il prouva au monde ce qu'il pouvait accomplir avec audace, patience et génie. Souvenez-vous, quelques semaines plus tôt, il avait fait ce que tout le monde jugeait impossible faire passer son armée, y compris des éléphants de guerre, par les Alpes enneigées. Leur simple survie relevait déjà du miracle. Mais survivre ne suffisait pas. Hannibal devait donner un sens à ses souffrances, montrer à ces hommes épuisés que leur calvaire n'avait pas été vain. Il devait verser le premier sang contre Rome de manière spectaculaire. La rivière du Trébie lui offrit cette chance. En face de lui se trouvait Tiberius Sempronius Longus, l'un des deux consuls romains.
Longus venait d'arriver avec des légions fraîches et voulait la gloire. L'honneur romain avait été ébranlé, et il voyait là l'occasion de le restaurer. Hannibal sentit cette impatience, c'était la clé. Il comprenait ce que l'orgueil romain cachait souvent. Les batailles se gagnent avant même de commencer. La veille, Hannibal prépara ses troupes avec un soin méticuleux. Il nourrit ses soldats, les réchauffa et leur permit de se reposer. Pendant ce temps, sa cavalerie légère harcela les lignes romaines, provoquant Sempronius. À l'aube, les hommes d'Hannibal étaient reposés et prêts. Les Romains, eux, avaient été réveillés par les escarmouches, précipités dans leurs rangs puis forcés de traverser les eaux glacées du Trébie pour rejoindre le champ de bataille. Les soldats avançaient dans une eau jusqu'à la poitrine, alourdis par leurs armures, leurs boucliers et leurs armes, engourdis jusqu'aux os avant même qu'une seule lance n'ait été lancée. Puis vint le coup de maître. Hannibal avait dissimulé 2000 hommes sous le commandement de son frère Magon dans un creux près du champ de bataille. Silencieux, patients, tapis dans le gel, ses troupes attendaient le moment où les Romains seraient totalement engagés. Du pur Hannibal comptait non pas seulement sur la force, mais sur le timing et la surprise. La bataille s'ouvrit avec la cavalerie. Les cavaliers numides d'Hannibal, rapides, agiles, experts dans l'art d'harceler, heurtèrent les cavaliers romains et les désorganisèrent aussitôt. Puis l'infanterie carthaginoise attaqua le gros des troupes romaines. Pendant un temps, les Romains tinrent bon, avançant malgré l'épuisement. Mais à mesure que la lutte s'enlisait, les hommes de Magon surgirent de leur embuscade et frappèrent par l'arrière. La panique éclata, et alors vinrent les éléphants. Bien que beaucoup aient péri dans les Alpes, ceux qui restaient chargèrent en tonnant, terrifiant des soldats peu habitués à ces bêtes. Les flancs romains s'effondrèrent sous la pression de la cavalerie, l'arrière fut plongé dans le chaos, et le centre s'enfonça dans un combat brutal. Piégés de tous côtés, transis et trempés, les Romains commencèrent à s'effondrer. Ce ne fut pas qu'une défaite, ce fut un massacre. Des dizaines de milliers de Romains tombèrent ou prirent la fuite. Certains survivants tentèrent de s'échapper par la rivière, mais s'y noyèrent, glacés. D'autres regagnèrent leur camp, grelottants et brisés. Hannibal n'avait pas seulement gagné. Il avait humilié Rome sur ses propres terres. Mais l'importance du Trébie dépassait les chiffres. Cette bataille fut un tremblement psychologique. Rome se vantait de sa discipline et de sa résilience. Et soudain, un général étranger prouvait qu'il pouvait les surpasser par la ruse et la patience, plutôt que par la force brute. Hannibal montra à ses hommes que leur traversée impossible des Alpes avait un sens, et à Rome qu'il n'était pas un envahisseur ordinaire. Pourtant, ce qui rend le Trébie fascinant, c'est que ce n'était qu'un début. Comparé à ce qu'il accomplirait plus tard au lac Trasimène et à Cannes, ce n'était qu'un avant-goût de son génie tactique. Mais les graines étaient semées. Les soldats romains commencèrent à murmurer que ce Carthaginois semblait anticiper chacun de leurs mouvements. Les commandants doutaient, se demandant comment affronter un ennemi qui transformait le terrain et le climat en armes. Pour Hannibal, la victoire apporta vivres, ressources et crédibilité auprès des alliés du nord de l'Italie. Les tribus hésitantes se rangèrent désormais de son côté. Il n'était plus le fou qui avait mené des éléphants sur les Alpes. Il était un conquérant capable de briser la puissance romaine. Pour Rome, le Trébie fut une leçon amère. L'arrogance les avait menés droit dans le piège d'Hannibal. Leur fierté avait poussé des hommes à moitié gelés à marcher vers la mort. Plus tard, Rome apprendrait de ses erreurs des chefs comme Fabius Maximus, adopterait de nouvelles stratégies, refusant à Hannibal les affrontements directs qu'il cherchait. Mais à ce stade, Rome était encore sous le choc. Ainsi, sur cette plaine glaciale, la neige recouvrant des milliers de morts, la légende d'Hannibal prit vie. Il avait frappé son premier coup, un avertissement brutal que l'ascension de Rome vers l'Empire serait pavée de sang et de cicatrices, face à un ennemi décidé à ne jamais combattre comme prévu.
Hannibal était arrivé, et le cauchemar de Rome ne faisait que commencer. Embuscade du lac Trasimène. L'une des surprises les plus meurtrières de l'histoire, la brume était épaisse ce matin-là, glissant du lac Trasimène comme un linceul sur la vallée. Les soldats romains avançaient le long de la route étroite, coincés entre le lac d'un côté et les collines boisées de l'autre. Les armures tintaient, les boucliers se heurtaient, et des milliers de bottes résonnaient à l'unisson. Ils croyaient pourchasser Hannibal, traquant l'ennemi qui avait humilié Rome l'année précédente. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Hannibal ne fuyait pas du tout, il attendait. Ce matin-là, en l'an 210 à 7 avant Jésus-Christ, la plus grande embuscade de l'Antiquité allait se déclencher. Pour comprendre ce désastre, il faut se pencher sur l'état d'esprit romain. Hannibal avait déjà infligé un coup terrible à la rivière du Trébie, mais au lieu d'abattre leur morale, cela avait rendu les Romains furieux. Arriva alors Caius Flaminius, consul romain de l'année. Flaminius était audacieux, impulsif, avide d'effacer la honte des défaites récentes. Quand Hannibal se mit à ravager la campagne italienne, Flaminius refusa d'attendre les renforts. Il voulait la tête d'Hannibal, et vite. Cette impatience allait tout lui coûter. Hannibal, lui, avait soigneusement étudié le terrain autour du lac Trasimène. La route longeait le rivage, tandis que les collines s'élevaient abruptement au-dessus. Pour les Romains, c'était un simple trajet. Pour Hannibal, un piège parfait. Sous couvert de la nuit, il disposa ses troupes sur les crêtes. Infanterie cachée parmi les arbres, cavalerie au point d'étranglement, frondeurs baléares prêts à lancer une pluie de projectiles. Un silence pesant enveloppait les collines. Des milliers de soldats carthaginois se tenaient tapis dans l'ombre, attendant un signal. À l'aube, la colonne romaine s'étira dans la vallée, avalée par le brouillard. La visibilité était si faible que les hommes ne voyaient même pas l'étendue de leurs propres lignes, et soudain tout explosa. Les corps carthaginois résonnèrent, des cris de guerre éclatèrent, et les collines semblèrent déferler de vie. Les troupes d'Hannibal attaquèrent simultanément des deux côtés. Les Romains furent sidérés. Aucun avertissement, aucune reconnaissance, aucun temps pour se mettre en ordre de bataille. Un instant ils marchaient, l'instant suivant, ils étaient plongés dans le chaos. La panique se propagea comme un incendie. La route étroite empêchait tout mouvement. Les soldats à l'avant ignoraient ce qui arrivait derrière eux, tandis que ceux à l'arrière ne savaient pas que la mort dévalait des collines. La cavalerie carthaginoise boucha les issues, et le lac lui-même piégea ceux qui tentaient de fuir. Certains Romains furent poussés dans l'eau, alourdis par leurs armures, luttant désespérément avant de sombrer. D'autres furent massacrés sur la rive, le dos contre le lac, sans issue. Le combat dura quelques heures à peine, mais la destruction fut totale. Presque toute l'armée romaine des dizaines de milliers d'hommes fut anéantie. Flaminius lui-même tomba au cœur de la mêlée, abattu par des cavaliers ennemis. L'historien Tite Live raconta que les cris des mourants se mêlèrent au fracas de l'eau et du fer, donnant l'impression que tout le paysage faisait la guerre. Même Polybe, habituellement mesuré, admit qu'il s'agissait d'une des embuscades les plus brillantes de l'histoire militaire. L'après-coup fut sinistre. Les survivants furent traqués, beaucoup capturés et réduits en esclavage. La nouvelle du désastre atteignit Rome, où le désespoir s'abattit. Les familles attendirent en vain, pères, frères et fils. Le Sénat comprit enfin qu'Hannibal n'était pas un adversaire ordinaire. On ne pouvait pas simplement lui lancer des armées au visage en espérant que le courage romain suffirait. Cette défaite ébranla Rome jusqu'au cœur. Et pourtant, Hannibal ne marcha pas sur Rome elle-même. Beaucoup se demandèrent pourquoi. La réponse tient en partie à sa stratégie. Son but n'était pas de prendre la capitale fortifiée, mais de briser les alliances de Rome et de pousser ses alliés à la trahison. Cela, ajouté au manque de renforts venus de Carthage, le retint. Cette tension entre le génie d'Hannibal sur le champ de bataille et l'hésitation du pouvoir carthaginois allait hanter la suite de la guerre. Pour les Romains, la perte du lac Trasimène fut presque insupportable.
Mais de ces cendres naquit une nouvelle approche. On fit appel à Fabius Maximus, qui deviendrait célèbre sous le nom de « le temporisateur ». Au lieu de foncer tête baissée dans les pièges d'Hannibal, Fabius choisit de le harceler, de l'user, de lui refuser les grandes batailles qu'il désirait. Cette stratégie appartient à une autre histoire, mais ses racines sont dans la terreur du lac Trasimène. Aujourd'hui, les eaux du lac sont calmes, les pêcheurs lancent leurs filets et les touristes se promènent sans penser au combat. Mais sous cette tranquillité d'or, l'un des pièges les plus meurtriers de l'histoire. Le sol se souvient, le lac se souvient. Et l'histoire s'émerveille toujours du génie d'Hannibal, qui transforma la brume, le terrain et le temps en armes plus tranchantes que n'importe quelle épée. Car ce matin-là, dissimulé dans la brume, il prouva au monde qu'un seul homme, avec patience et ruse, pouvait anéantir une armée entière, avant même qu'elle comprenne que la bataille avait commencé. Trahison politique. Le propre Sénat de Carthage contre Hannibal, imaginez être Hannibal. Vous avez franchi les Alpes impossibles, remporté des batailles qui ont brisé l'orgueil romain et laissé des légions entières à terre sur le sol italien. Rome suffoque, vacille au bord de l'effondrement. Et pourtant, au lieu d'applaudissements et de renforts venus de chez vous, vous recevez des hésitations, des murmures et des poignards de doute de votre propre Sénat. Voilà la cruelle réalité qu'Hannibal a vécue. Rome était son ennemi juré, mais la classe politique carthaginoise s'est révélée tout aussi dangereuse. Le Sénat de Carthage n'était pas construit comme celui de Rome. Pas de culte de l'honneur militaire ou d'unité patriotique. Il était dominé par une aristocratie marchande qui mesurait tout en termes de profit et de risque. Pour ces hommes, la guerre n'était pas un destin, c'était un investissement. Ils voulaient des victoires, mais seulement si elles ne menaçaient pas leur richesse ni leur pouvoir chez eux. Pour Hannibal, qui avait besoin d'un engagement total pour écraser Rome, c'était comme combattre avec un bras attaché. Après ses triomphes stupéfiants à la Trébie, au lac Trasimène et surtout à Cannes, Hannibal attendit des renforts. Imaginez la scène. Les alliés de Rome vacillent, l'Italie tremble, la route vers Rome semble ouverte. Mais Carthage ne saisit pas l'instant. Au lieu de cela, le Sénat se déchira. Certains craignaient l'influence grandissante d'Hannibal. Après tout, il était le fils d'Hamilcar, un homme qui avait déjà dominé la politique carthaginoise. D'autres redoutaient qu'envoyer d'énormes renforts épuisent les coffres de la ville et l'expose à d'autres ennemis, comme la Numidie. Résultat, la paralysie. À la grande frustration d'Hannibal, le soutien arriva au compte-gouttes, jamais en vague puissante. Ses alliés italiens perdirent peu à peu confiance. Les cités qu'il avait rejoints s'attendaient à voir le poids de Carthage derrière lui. Elles n'aperçurent qu'un général isolé combattant loin de chez lui, avec des forces qui s'amenuisaient. Cette hésitation laissa à Rome le temps de se reprendre. Des chefs comme Fabius Maximus adoptèrent une stratégie d'usure, refusant à Hannibal une nouvelle embuscade décisive. Pendant ce temps, Rome reconstruisit ses armées, année après année, effaçant peu à peu l'horreur de ses premières défaites. À Carthage, la politique devint toxique. Certains sénateurs s'opposèrent ouvertement à la stratégie d'Hannibal, préférant protéger les possessions en Espagne ou en Afrique du Nord, plutôt que de tout miser sur la campagne italienne. Ils bloquèrent même des demandes de ravitaillement, transformant le génie tactique du général en une lente guerre d'épuisement. La famille Barca devint la cible de jalousie. Les succès d'Hannibal, au lieu de souder Carthage, creusèrent les divisions. Puis survint le moment le plus déchirant de cette trahison. Les frères d'Hannibal tentèrent d'apporter des renforts depuis l'Espagne, mais les victoires romaines les interceptèrent. Hasdrubal, son frère, tenta de rejoindre l'Italie, mais il fut vaincu et tué au fleuve Métor. Sa tête fut jetée dans le camp d'Hannibal par les Romains, un message macabre. Les promesses de Carthage s'étaient effondrées. Le Sénat n'avait pas su coordonner ses chefs, laissant Hannibal seul. Pendant des années, Hannibal tint bon en Italie.
luttant avec des effectifs déclinants et un espoir qui s'éteignait. Rome, elle, s'était adaptée, renforcée et reprenait l'avantage. Pourtant, le Sénat carthaginois restait hésitant. Même lorsque Scipion l'Africain commença à menacer directement l'Afrique du Nord, la réaction fut lente. Ce n'est que lorsque le danger frappa aux portes de Carthage qu'on rappela Hannibal d'Italie. Mais après presque 20 années perdues, le temps des grandes victoires était passé. Le résultat fut Zama, en 202 avant notre ère. Hannibal, toujours brillant mais privé de soutien, affronta Scipion avec une armée bien plus faible que celle de ses débuts. L'hésitation de Carthage, son obsession pour la politique et le profit, avait laissé son plus grand général combattre avec des armes émoussées contre un ennemi désormais affûté. Quand il perdit à Zama, ce n'était pas seulement la défaite d'Hannibal, c'était la trahison de Carthage qui se matérialisait. Ce qui rend cette histoire si tragique, c'est le contraste avec Rome. Rome avait subi des revers qui auraient détruit la plupart des nations, mais son Sénat et son peuple avaient tenu bon, levant armée sur armée jusqu'à pouvoir gagner. Carthage, elle, avait eu l'avantage après Cannes et l'avait gaspillé. Le génie d'Hannibal avait besoin de confiance et de ressources, il n'eut que méfiance et division. Avec le recul, les historiens se demandent souvent « Et si Carthage s'était unie derrière Hannibal ? Et si elle avait envoyé des renforts après Cannes, profité de son avantage, écraser Rome encore chancelante ? La Méditerranée aurait être appartenue à Carthage, pas à Rome. L'histoire de l'Occident aurait pu être réécrite. Mais Carthage laissa la politique étrangler ses chances. Et voilà la vérité la plus sombre. Hannibal n'a jamais été complètement vaincu par les glaives romains seuls. Il a été brisé par la cité même qu'il protégeait, trahi par des dirigeants trop timorés, trop jaloux ou trop prudents pour suivre sa vision. Quand Carthage finit par être anéantie des décennies plus tard, on peut se demander si ce n'étaient pas les Romains qui l'avaient condamné, mais son propre Sénat, bien avant les flammes finales. La polémique des guerres puniques. Les Carthaginois ont-ils été injustement diabolisés ? Quand on pense à Carthage, que voit-on ? Une cité puissante réduite en cendres, Hannibal franchissant les Alpes avec des éléphants, ou peut être l'image sombre que Rome a laissée derrière elle un peuple sacrifiant des enfants, adorant des idoles cruelles, méritant d'être effacées. Mais voici le problème. Presque tout ce que nous savons de Carthage vient de son plus grand ennemi. Rome a détruit Carthage si complètement qu'aucun livre d'histoire carthaginois n'a survécu. Il ne nous reste que des voix romaines, et elles étaient loin d'être neutres. Alors, Carthage a-t-elle vraiment été monstrueuse? Ou Rome a-t-elle noirci son image pour glorifier la sienne? Commençons par l'accusation la plus célèbre, le sacrifice d'enfants. Les auteurs romains affirmaient que les Carthaginois offraient des nourrissons à l'idole Baal Hamon, les brûlant vifs dans un rituel appelé « passer par le feu ». C'est l'une des accusations les plus choquantes de l'Antiquité, et pendant des siècles, elle a façonné notre vision de Carthage. Mais l'archéologie complique ce tableau. En Tunisie, on a trouvé des sites appelés Tophets, remplis d'urnes contenant les restes incinérés d'enfants. Pour l'esprit romain, c'était la preuve d'une barbarie atroce. Pourtant, beaucoup d'historiens modernes voient autre chose. Ces lieux auraient pu être des sanctuaires où l'on enterrait des enfants morts naturellement, victimes de maladies ou de la forte mortalité infantile de l'époque. Les cendres seraient alors celles du deuil, pas du sacrifice. Cette divergence montre à quel point la vérité devient fragile quand elle passe par le prisme de la propagande. Rome avait toutes les raisons de déformer le récit. Après tout, comment justifier d'avoir rasé une ville rivale, tué ou réduit en esclavage sa population, et même, selon la légende, saler sa terre, en convainquant le monde que ceux qu'on détruit ne sont pas vraiment humains? L'histoire des sacrifices servait de bouclier moral parfait, mais la diabolisation ne s'arrêta pas à la religion. Les Romains dépeignirent Carthage comme des marchands cupides,
obsédés par le profit, face à une Rome soi-disant vertueuse et simple. Polybe, Tite-Live et d'autres décrivaient les Carthaginois comme calculateurs, quand Rome se voulait noble et désintéressée. Pourtant, cette avidité carthaginoise bâtit l'une des économies les plus puissantes de la Méditerranée antique. Leur route commerciale allait de l'Afrique du Nord à l'Espagne, de la Sicile à la Sardaigne, jusqu'à la lointaine Bretagne pour y chercher de l'étain. Leurs ports grouillaient de navires, et leurs mines d'argent en Ibérie finançaient des armées qui faisaient trembler Rome. Étaient-ils des commerçants impitoyables? Oui, mais plus corrompus que Rome, qui bâtirait bientôt un empire fondé sur la conquête, l'esclavage et les impôts? Pas vraiment. Même dans la guerre, le deux poids deux mesures saute aux yeux. Les écrivains romains traitaient Carthage de traîtresse et trompeuse, tandis que Rome était disciplinée et honorable. Pourtant, Rome aussi surprenait ses ennemis, rompait ses traités et réduisait des peuples entiers en esclavage. Quand Rome détruisit Corinthe, elle massacra et vendit les survivants exactement comme à Carthage. Mais, étrangement, seul Carthage devint le symbole du mal. Et puis, il y a Hannibal. Les sources romaines ne pouvaient ignorer son génie. Alors elles l'ont loué, mais à contre-cœur. Elles admiraient ses victoires Trébie, Trasimène, surtout Cannes, mais le peignaient souvent comme sournois, maître des ruses plutôt que stratège honorable. Cette image rendait la victoire romaine encore plus glorieuse. La République, droite, triomphant de l'étranger rusé. Pourtant, Hannibal fut étudié et respecté par les généraux romains eux-mêmes pendant des siècles. Le fait de devoir le diaboliser tout en l'admirant montre à quel point Rome contrôlait son récit. On oublie aussi que Carthage n'était pas qu'une ville de guerre et de commerce. C'était un centre culturel et religieux aux racines phéniciennes profondes. Sa langue, le punique, venait de Tyr et Sidon. Son art mêlait des influences méditerranéennes variées. Sa religion, étrange aux yeux des Romains, appartenait à une tradition sémitique plus large, partagée avec d'autres peuples comme les Israélites. Mais pour Rome, la différence faisait peur, et l'exagéré rendait Carthage monstrueuse. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que cela rappelle à quel point l'histoire est fragile. Quand un peuple écrase un autre et détruit ses archives, c'est le vainqueur qui écrit le passé. Pendant près de 2000 ans, Carthage n'a pas été vue comme une civilisation rivale avec ses forces et ses faiblesses, mais comme un avertissement moral, le mal écrasé par le bien. Ce n'est que depuis un siècle que les chercheurs remettent ce récit en question. On peut se demander comment l'histoire aurait changé si les textes carthaginois avaient survécu. Que diraient les mémoires d'Hannibal sur Cannes? Que raconteraient leurs poètes sur l'agression romaine? Hélas, ces voix sont perdues, ensevelies sous les ruines de leur cité. Mais grâce à l'archéologie et à une analyse critique, on peut au moins contester la version unique de Rome. Alors, les Carthaginois ont-ils été injustement diabolisés? Presque certainement. Ils n'étaient pas des saints, ils ont mené des guerres sanglantes, engagé des mercenaires, commis leurs atrocités. Mais l'image d'un peuple brûleur d'enfants et sans âme est bien plus le produit d'un récit forgé que d'une vérité brute. Rome avait besoin d'un monstre pour justifier sa conquête. Carthage devint ce monstre, et peut être que la plus grande tragédie est que cette version a survécu. Aujourd'hui encore, quand on pense à Carthage, on pense aux flammes, à la cruauté, à la défaite rarement à l'innovation, à la résilience et à un peuple qui tint tête à Rome pendant plus d'un siècle. Il est temps de se souvenir de Carthage non comme d'un méchant, mais comme d'un égal dont on a volé l'histoire. Car au fond, les guerres puniques n'étaient pas seulement des combats pour des terres, c'étaient des combats pour la mémoire. Et Rome, avec l'épée et la plume, s'est assuré que la sienne soit celle que le monde retiendrait. Carthage reconstruite et son déclin. D'empire à province romaine, quand on entend le nom de Carthage, on pense aussitôt aux flammes. On imagine les légions romaines abattant les murailles, les torches dévorant les temples,
et la ville disparaissant dans un tourbillon de fumée et de cris. La destruction de l'an 146 avant notre ère fut si totale qu'elle devint pendant des siècles le symbole de la vengeance. « Carthago delenda est », criait Caton, « Carthage doit être détruite ». Mais voici le rebondissement inattendu qui rend l'histoire fascinante. Carthage ne resta pas morte. De ses cendres, la cité renaquit sous le pouvoir même de l'ennemi qui avait juré de l'effacer à jamais. D'abord, le site ne fut plus qu'un désert de ruines et de silence. Les survivants furent réduits en esclavage, et Rome tenta d'effacer Carthage des cartes comme des mémoires. On raconta que les champs autrefois fertiles furent maudits au sel, une légende, mais qui traduisait le désir romain de tuer jusqu'au souvenir. Pourtant, le temps adoucit les châtiments les plus cruels. La terre était trop précieuse. Les ports dominaient des routes maritimes vitales, et le sol d'Afrique du Nord restait parmi les plus fertiles de toute la Méditerranée. Au temps de Jules César, au 1er siècle avant notre ère, certaines voix à Rome proposèrent de rebâtir la ville. César y vit une opportunité. La côte était parfaite pour le commerce, et Rome avait besoin de plus de blé qu'Italie n'en produisait. Après sa mort, Auguste réalisa ce projet et fonda la nouvelle Carthage romaine. Ce n'était plus la fière cité punique d'Hannibal et d'Hamilcar, mais une colonie romaine avec son architecture, ses lois et ses citoyens venus d'Italie. Pourtant, sous le marbre et les inscriptions latines, l'ombre de l'ancienne Carthage planait encore. La Carthage romaine prospéra avec une rapidité étonnante. Dès le IIe siècle de notre ère, elle était la deuxième ville la plus riche et peuplée de l'Empire, après Rome. Son amphithéâtre, capable d'accueillir plus de 30 000 spectateurs, rivalisait avec les plus grands. La ville avait ses aqueducs apportant l'eau fraîche sur des kilomètres, ses bains publics, ses marchés animés et un forum qui rappelait la grandeur romaine. Les archéologues retrouvent encore aujourd'hui des mosaïques, des villas et des monuments témoignant de son éclat retrouvé. Mais sa vraie richesse, c'était le blé. L'Afrique du Nord nourrissait tout l'Empire. Les immenses domaines agricoles autour de Carthage produisaient blé et huile d'olive pour Rome et ses armées réparties sur la Méditerranée. Des flottes entières partaient de ces ports, garantissant que les citoyens romains ne manqueraient jamais de pain. Ironie de l'histoire, la ville, jadis redoutée pour sa menace, devint le pilier silencieux de la survie romaine. Sur le plan culturel, Carthage s'épanouit aussi. Centre de l'Afrique romaine, elle mêlait traditions anciennes et influences latines. Le punique ne disparut pas totalement. Des familles perpétuaient encore certaines coutumes. Avec le temps, Carthage devint un foyer majeur du christianisme. Tertullien, l'un des premiers penseurs chrétiens, y écrivit ses textes influents au IIe siècle. Plus tard, Augustin d'Hippone, futur grand docteur de l'Église, y fit ses études avant de devenir évêque. La ville qui avait jadis défié Rome contribua à façonner une religion qui dépasserait Rome elle-même. Mais ni la richesse ni le prestige ne la protégèrent du déclin. Quand l'Empire romain d'Occident se fragilisa au 5e siècle, Carthage devint une cible. En l'an 439, les Vandales s'en emparèrent et en firent leur capitale. De là, ils lancèrent des raids à travers la Méditerranée, allant même piller Rome en 455. Un instant, la ville jadis crainte par Rome reprit un souffle de puissance, mais sous de nouveaux maîtres instables. Au VIe siècle, l'empereur byzantin Justinien envoya son grand général Bélisaire pour reprendre l'Afrique du Nord. Carthage retourna dans l'orbite impériale, restaurée comme capitale provinciale. Les Byzantins relevèrent des murs, reconstruisirent des églises et redonnèrent à la ville un rôle stratégique. Mais ce renouveau fut de courte durée. Au 7e siècle, la puissance montante du califat islamique balaya l'Afrique du Nord. En l'an 698, les armées arabes prirent Carthage après de violents combats.
Les Byzantins tentèrent de la reconquérir mais échouèrent. Cette fois, l'identité même de Carthage, rivale de Rome, joyau romain, grenier impérial, s'éteignit pour de bon. Une nouvelle cité, Tunis, prit la relève, tandis que les ruines de Carthage s'enfonçaient lentement dans le silence. Et pourtant, même à l'état de vestige, Carthage ne disparut jamais de la mémoire. Les écrivains romains la citaient en exemple, les penseurs chrétiens y voyaient l'orgueil renversé, et plus tard les explorateurs européens la contemplèrent avec fascination. Marcher aujourd'hui parmi ces pierres brisées, c'est sentir les couches d'histoire superposer l'empire punique défiant Rome, la colonie romaine nourrissant l'empire, la capitale vandale, la forteresse byzantine, et enfin la cité engloutie par la conquête arabe. L'histoire de la Renaissance et du déclin de Carthage n'est pas celle d'une fin simple. Elle rappelle qu'une ville peut mourir et renaître, jamais tout à fait comme elle l'aurait voulu, mais selon ce que l'histoire impose. Carthage l'impériale disparut. Carthage la romaine s'éleva et brilla. Carthage la chrétienne prêcha et pensa. Et enfin, Carthage la ruine chuchota à travers les siècles. La cité qui avait défié Rome devint, au bout du compte, son reflet brillante, fière et vouée à s'effacer lorsque les empires s'effondrent. Et si Carthage avait gagné, histoire alternative et éternelle, et si l'histoire regorge de carrefours, mais peu sont aussi fascinants que celui-ci, et si Carthage, et non Rome, avait régné sur la Méditerranée, les vainqueurs ont écrit le récit que nous connaissons, pourtant pendant des siècles rien n'était joué. Les victoires d'Hannibal ont failli tout bouleverser. Si Cannes s'était terminée par une marche sur Rome, ou si Zama avait tourné autrement, notre monde actuel porterait l'empreinte de Carthage. Imaginons cette autre réalité. Rome, brisée, réduite à un petit état d'Italie centrale. Plus de rêve d'empire, plus de routes colossales, d'aquéducs, ni de colonies pour façonner l'Europe. À la place, Carthage dominerait les routes commerciales, contrôlant le blé d'Afrique du Nord, l'argent d'Espagne et les marchandises venues des confins méditerranéens. Les pièces carthaginoises frappées du profil de Tanit seraient devenues la monnaie universelle du monde connu. Carthage ne bâtissait pas son pouvoir sur la conquête comme Rome. Son empire naissait du commerce et des alliances. Ses artères vitales passaient par les ports et les flottes marchandes. Une Méditerranée punique aurait ressemblé à un réseau de cités marchandes florissantes plutôt qu'à des provinces militarisées. La richesse aurait découlé de l'échange, pas d'un impôt imposé par la force. Carthago Nova en Espagne, les colonies de Sardaigne ou de Sicile auraient pu devenir des capitales culturelles, reliées par des voies maritimes plutôt que des routes de pierre. Et la langue? Le latin, qui a donné les langues romanes et façonné une grande partie du monde, serait resté cantonné à l'Italie. À sa place, le punique, le phénicien de Carthage, aurait pu devenir la langue dominante de la Méditerranée. Peut-être parlerions-nous encore aujourd'hui une langue sémitique à travers l'Europe. Nos alphabets ressembleraient toujours à ce que nous connaissons, car les Phéniciens ont donné les premières lettres, mais nos sons, nos mots, seraient méconnaissables. La religion aussi aurait pris un autre chemin. Les dieux romains, puis le christianisme né dans leur sillage, n'auraient peut-être pas façonné notre spiritualité. Les divinités carthaginoises, Baal, Ammon et Tanit, auraient-elles voyagé avec les marchands, devenant familières de l'Afrique à la Gaule? Rome a peut-être noirci Carthage en exagérant les sacrifices humains pour diaboliser l'ennemi. Si ce n'était que propagande, leur culte aurait pu paraître aussi ordinaire que celui des Grecs ou des Romains. Sinon, ces pratiques auraient suscité des résistances et changé la diffusion de leur foi. L'Europe sans romanisation, la Gaule, la Bretagne, la péninsule ibérique n'auraient pas été remodelées par Rome. Les cultures celtes et ibères auraient pu prospérer, évoluer en puissants royaumes sous influence carthaginoise. Les tribus germaniques, sans la pression unificatrice des légions, seraient peut-être restées dispersées et forestières.
Le nord de l'Europe aurait pu demeurer isolé tandis que les cités méditerranéennes commerçantes concentraient richesse et innovation. Et le Nouveau Monde? Les Carthaginois, héritiers des Phéniciens, étaient de grands navigateurs, pas des conquérants terrestres comme Rome, mais des marins capables de lire étoiles, vents et côtes. Avec des siècles de domination navale, leurs navires auraient pu atteindre les Canaries, voire traverser l'Atlantique bien avant Christophe Colomb. Peu être que les premiers colons des Amériques auraient arboré des voiles teintes de pourpre plutôt que les bannières espagnoles, apportant langue punique et culture marchande au lieu du latin et du christianisme. L'économie mondiale aurait été bouleversée. Rome vivait de conquêtes et d'esclavage massif pour nourrir son système. Carthage, bien qu'elle ait aussi utilisé des esclaves, dépendait davantage des mercenaires et du commerce. La victoire punique aurait pu être créé un monde lié par des échanges et des dépendances économiques plutôt que par des garnisons militaires. Pas de province romaine, mais un patchwork de cités clientes reliées par contrats et ports. Mais attention, la politique carthaginoise était très oligarchique. Le pouvoir restait entre les mains de riches familles marchandes, souvent plus exploiteuses qu'intégratrices. Contrairement à Rome qui pouvait offrir la citoyenneté, Carthage gardait ses distances. Ce système aurait-il tenu, ou des révoltes auraient-elles éclaté en Espagne, en Sardaigne, voire en Afrique? L'empire carthaginois aurait pu sembler puissant, mais fragile, comme de grandes compagnies commerciales modernes. Et Hannibal lui-même, s'il avait gagné à Zama, serait-il devenu le père fondateur d'une Méditerranée punique? Ces tactiques auraient été étudiées non comme les exploits d'un perdant glorieux, mais comme la Bible du génie militaire. Scipion aurait disparu de nos mémoires, et Rome ne serait qu'un petit royaume écrasé trop tôt. Ce qui fascine, c'est à quel point l'histoire a tenu à un fil. Un matin brumeux au lac Trasimène, la boucherie de Cannes, la cavalerie à Zama, un rien n'aurait pu changer le cours du monde. L'Occident tel que nous le connaissons, ses langues, ses religions, ses lois, n'aurait jamais vu le jour. Alors, et si Carthage avait gagné? Nous vivrions peu, être dans un monde régi non par le droit romain et la littérature latine, mais par les contrats puniques et les sagas maritimes. Un monde où les marchands, et non les sénateurs, traceraient la route de l'histoire. Mais Carthage perdit, Rome survécut, et nous vivons dans l'ombre de ce triomphe. Cet immense « et si » demeure l'une des plus grandes questions de l'histoire, rappelant que la frontière entre gloire et disparition peut tenir à une seule bataille. Et voilà, l'ascension et la chute de Carthage sont complètes. Quelle partie t'a le plus surpris la traversée audacieuse des Alpes par Hannibal, la bataille épique de Cannes ou la destruction totale de Carthage? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu aimes explorer les grandes batailles, les secrets et les i de l'histoire, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des récits légendaires à venir. L'histoire n'est pas que le passé, elle regorge de leçons, de drames et de rebondissements qui n'attendent que toi. À bientôt pour un nouveau voyage.